Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être venus ce soir, d'avoir bravé la pluie, le vent, le froid. Je sais qu'il ne fait pas très très chaud dans la salle, et je vous vois tous avec vos manteaux. Et ça n'est que d'autant plus appréciable de vous avoir ce soir ici. Donc moi je m'appelle Claire Marsalgues, je suis l'adjointe à la culture, et c'est pour ça que je vais faire ce petit mot très rapide d'introduction. Nous sommes aujourd'hui à la dernière conférence du Gouffre de l'année. On en organise plusieurs au cours de l'année, normalement 3, 4, 5, ça dépend des années. On a une année un petit peu spéciale, donc on est très très heureux de pouvoir organiser celle-ci en direct. Et vous le savez, la ville de Capbreton a à cœur depuis plusieurs années, je crois que 2015 Hugo, hein, je parle sous ton contrôle, de mettre en avant la spécificité, le patrimoine géologique de Capbreton, avec la découverte du gouffre et plus largement, je dirais, des mystères de l'océan qui nous entourent. Donc ce soir, on va aborder un sujet novateur, et on en est très heureux, un angle qu'on n'avait pas abordé jusqu'à présent du tout. Et moi, j'ai beaucoup d'intérêt et de curiosité pour ce que vous allez nous raconter, Gilles, et je voulais vous remercier de votre présence, voilà, au nom de la ville et pour cette conférence. Donc je vous le disais avant, c'est la première fois que je rencontre un coustilleur et j'ai très envie d'en savoir plus et que vous partagiez les trésors que vous trouvez sur les plages avec votre œil en plus d'archéologue. Ça va être, j'en suis sûre, passionnant. Je voulais aussi remercier Hugo, sans qui les journées du gouffre, toutes ces conférences et tout ce que l'on fait n'existeraient pas. Donc merci beaucoup Hugo. Et puis le service culture de la ville, en ce moment, un peu en voile réduite. Donc je les remercie aussi infiniment parce que c'est aussi grâce à eux que tout ça a lieu. Et voilà, et je ne vous prends pas beaucoup plus de temps et je vous souhaite une très bonne conférence. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci Claire. Comme Claire vous le disait, donc ce soir nous recevons Gilles Kerlork, qui est un homme qui a beaucoup de cordes à son arc. Et d'ailleurs, au départ, je me suis dit que ça serait formidable qu'il nous parle du beachcombing, de l'acoustique, de cette passion qu'il a pratiquée pendant des années. Et puis, en discutant avec lui, en regardant son travail, je me suis dit que ça valait le coup aussi de vous présenter des autres facettes de Gilles. Donc, vous verrez, c'est une conférence avec plusieurs petites facettes qui vous donneront une idée du personnage qu'on a devant nous, et qui fait quand même beaucoup de choses, qui a écrit de nombreux livres, qui est non seulement auteur, mais aussi, vous verrez, archéologue subaquatique dans l'Adour. Il fait de la bande dessinée, il se perd dans les forêts, dans des endroits improbables. Et voilà, on va essayer de vous montrer tout ça. Mais on va commencer par ce qu'il a animé pendant des années, pendant sa jeunesse aussi, qui est quelque chose qu'on a, je pense, presque tous en nous, cette espèce de magie de marcher le long d'une plage, quand il n'y a pas trop de monde, une plage sauvage, je parle évidemment telles qu'elles étaient, surtout dans le passé, dans les Landes, à la recherche, on ne sait pas de quoi, évidemment, ça peut être un coquillage, un bois flotté, une bouteille avec un message venu de l'autre bout de l'océan, ça peut être une carcasse d'animal, ça peut être un morceau d'épave, une bouée, quelque chose de mystérieux, et on a tous eu ça en nous, de marcher. Quand on était gamin, nous on faisait ça, on partait des kilomètres sur la plage, et on revenait avec toutes sortes d'artefacts, de choses un petit peu étranges. Et donc cette passion, finalement, c'est une passion humaine, qui date des tréfonds de l'humanité, évidemment, puisqu'on a vécu le long des plages, et on a toujours cherché notre subsistance, et des choses le long des plages. Et Gilles, lui, il l'a pratiqué sous toutes les formes, de façon intensive, de façon passionnelle, de façon ludique. Et donc ce terme, en français, on a un terme gascon, l'acoustie. En anglais, c'est beachcombing. Les beachcombers, en anglais, c'est très très connu, c'est un mot très classique. Et en France, on n'a pas vraiment ça. On n'a pas un mot qui est l'équivalent de beachcomber, parce qu'il y a pas mal de facettes. Et lui, il se définit comme un butineur des plages aussi. Donc je vous laisse, avec Gilles, découvrir l'art, la manière et l'histoire du beachcombing. Merci. Merci beaucoup Hugo. Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire un grand écart. Effectivement, on va faire un grand écart entre le littoral et l'Adour.
Et vous allez voir effectivement que le grand écart n'est pas si grand que ça, et qu'il y a des liens étroits entre le littoral des Landes et le fleuve. Voilà. C'est le même milieu, c'est drainé par l'eau, et l'eau c'est l'essence de vie, en fait, c'est ça qui donne vie à tout ça, hein, tous ces mouvements-là. Alors, pour parler de la Coustille ou du beachcombing, je vais vous faire un petit historique, mais rapide, hein, de ce que c'est, de ce que ça a été. La première fois que le terme beachcombing, beachcombers, a été utilisé, c'est au 19e siècle. C'est un terme effectivement anglo-saxon. Beach combing, on pourrait le traduire par peigner les plages. Peigner les plages. Je trouve que c'est un joli terme. Peigner les plages, en fait, ça a été utilisé dans les années 1844, 1842 par Herman Melville, qui est un auteur effectivement qui est très connu effectivement pour Moby Dick, mais qui a écrit des livres, des récits personnels, puisqu'il était marin au début de sa vie, et il a utilisé ce terme beachcombers parce que dans le 19e siècle, en fait, les beachcombers étaient des marins. Des marins, effectivement, qui étaient soit souvent débarqués sur des îles ou des naufragés, qui s'installaient, effectivement, dans les îles de Polynésie, entre autres, et qui vivaient avec les bris d'épave. C'est-à-dire qu'effectivement, ils installaient une nouvelle vie sur ces îles-là. Les morceaux d'épave, effectivement, ils construisaient des cabanes avec, et ils vivaient effectivement, avec les restes des naufrages et avec ce que le littoral pouvait amener. Donc, Herman Melville, à l'époque où il était marin, a rencontré beaucoup de beachcombers. Donc c'est pour ça qu'il l'évoque dans son livre, dans son récit qui s'appelle Homo. Voilà, c'est l'une des premières fois effectivement qu'on évoque ce terme-là. Donc 1842, en fait, c'est ce que je vous expliquais effectivement, ces beachcombers, c'était aussi une interface. C'est-à-dire comme ils vivaient effectivement sur place dans les îles, ils collaboraient, ils travaillaient effectivement avec les populations locales. Et lorsque des bateaux étrangers venaient, ils étaient aussi l'interface entre les marins qui arrivaient sur les îles et les tribus, effectivement, locales. Donc c'était quand même des personnages un peu incontournables, un peu voleurs aussi, un peu gredins. Enfin, voilà, c'était des personnages peu recommandables, effectivement, mais qui avaient aussi leur importance, leur rôle à jouer dans la transmission de certaines îles. Alors, vous avez ici, effectivement, une gravure qui est plutôt rare, que j'adorais. Vous avez effectivement un campement de beachcombers ici. Donc on voit effectivement une cabane. Qu'est-ce qu'on voit en premier plan? Vous avez ici une figure de proue. Je ne sais pas si vous l'avez ici. Donc ça identifie très bien effectivement un campement de naufragés finalement. Vous voyez, c'est des gens qui vivaient donc sur le bord de l'eau. Hein, on le voit très bien. Vous avez des barriques, vous avez tout un tas de choses de récupération pour installer leur campement. Mais ça, c'est réellement un habitat de beachcombers sur les îles d'Océanie. J'aime beaucoup cette affiche, enfin, cette gravure, je la trouve magnifique, très parlante en tout cas. Alors aujourd'hui, le beachcombing aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un terme effectivement qui est peu utilisé en France, bien entendu, mais qui est très courant aux États-Unis, dans le milieu anglo-saxon. C'est quelque chose qui se pratique depuis très très longtemps là-bas, aux États-Unis, et c'est à la fois des gens qui sont soit marginaux, ou soit des gens qui font ça en famille. C'est-à-dire qu'en fait, le beachcombing, ramasser des objets sur la plage, ça se fait en famille aux États-Unis. Donc vous voyez, sur l'image, on voit tout ce qu'on peut trouver après une tempête sur le littoral. Mais là, c'est une démarche artistique. Effectivement, vous voyez que l'artiste a travaillé sur des matériaux colorés qu'il a mis, qu'il a agencés. Donc vous avez des tonalités de couleurs, vous avez essentiellement c'est du plastique, mais vous avez voilà, de ce genre d'objets que l'on trouve très régulièrement effectivement sur une plage. Alors c'est de la mise en valeur effectivement de déchets. Là c'est assez cohérent, on trouve un petit peu de tout. Il y a beaucoup d'artistes effectivement qui travaillent sur le déchet. Là en l'occurrence effectivement on voit une diversité de ce qu'on peut trouver effectivement sur la plage. Mais il y a d'autres trésors sur les plages. Il n'y a pas que le plastique, fort heureusement. Sur les plages, on trouve, notamment en Alaska, il y a des gens qui sont spécialisés en Alaska sur la recherche des filets, des globes, des flotteurs de filets en verre. On va en reparler. Parce que c'est des choses qu'on trouvait ici avant en France, qu'on ne trouve plus du tout. On trouve des flotteurs en plastique. Mais il y a une époque, quand j'étais jeune, en fait, dans les années 70, en Bretagne, j'en trouvais encore des flotteurs de filets en verre. Voilà. Maintenant, c'est complètement impossible à trouver. Donc là, on trouve effectivement ce genre de choses-là. Là, vous avez de l'ombre sur la photo. Vous avez des personnes, en fait, sur
sur la mer Baltique qui sont spécialisés dans la recherche de l'ambre. L'ambre, en fait, c'est donc issu effectivement d'arbres, enfin de résines fossiles, effectivement, qui sont amenées au moment des tempêtes sur le littoral, sur les côtes baltiques. Et vous avez effectivement énormément de personnes qui passent leur temps effectivement à chercher de l'ambre. Ça, je trouve ça assez fabuleux aussi au niveau de la recherche des objets. L'ambre est magnifique. Ah non, pas du tout. Non, l'ambre végétal, voilà, l'ambre végétal. Et en fait, moi je trouve ça assez magique parce que c'est comme des petites pépites, des petits trésors effectivement de lumière. Et en Lituanie, Pologne, vous avez des gens qui sont spécialisés dans la recherche de l'ambre et qui en font aussi, bien entendu, le commerce. Voilà. Donc, l'ambre, comme vous le savez, ça vient effectivement de forêts fossiles, en fait, qui sont sous l'eau. Et l'ambre, effectivement, remonte lors des tempêtes et après est déposé très régulièrement sur le littoral. Donc tout à l'heure, on évoquait les filets de verre. Alors ça, hélas, c'est pas en France, puisqu'on n'en trouve plus. Ces filets, en fait, ces flotteurs de filets, en fait, ils sont trouvés sur les côtes d'Alaska. Pourquoi ? Parce que vous avez des courants océaniques qui amènent... Ces filets de verre, en fait, ils sont très vieux. Hein, souvent, la plupart, ils ont été moulés dans les années 30, 40, 50. Et certains se sont échappés de filets et ont flotté pendant des années et des années sur la mer. Et au bout d'un moment, effectivement, ils reviennent sur le littoral. En France, on en avait, bien sûr. C'était utilisé par les pêcheurs. Et le plastique a fait son œuvre. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus que des flotteurs en aluminium ou en plastique. Voilà. Mais voilà, c'est quand même magique, en tout cas, moi, il me semble, de trouver des flotteurs en verre. C'était du verre soufflé. C'était du verre soufflé. Et effectivement, c'était souvent du verre de récupération. C'est-à-dire que c'était, suivant la couleur que vous avez, au niveau des flotteurs, vous avez des flotteurs marrons, verts, bleus. Mais en fait, c'était des bouteilles de récupération. C'est-à-dire que quand ils fabriquaient des flotteurs de fil de verre, vous avez des bouteilles de bière qui étaient utilisées pour fabriquer, donc qui donnaient des flotteurs marrons. Vous avez des couleurs violettes. Ça, c'était des bouteilles, effectivement, de liqueur, par exemple, des choses comme ça. Donc, quand vous avez des teintes différentes, c'est tout simplement de la récupération. C'était pas vraiment... voilà, et ça venait du Japon. En fait, le Japon a produit énormément de flotteurs en verre, et donc, de fait, les courants océaniques ont fait tourner ces flotteurs-là perdus des filets à un moment donné, et rejoignent effectivement les côtes de l'Alaska. Voilà, donc c'est un petit peu un grand cheminement. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai parlé avec une personne qui vit dans l'Oregon, qui est passionnée par la recherche de flotteurs, et qui m'a raconté son histoire de ramasseur de flotteurs en verre. Et en fait, il passe sa vie sur le littoral, et il a des tonnes de flotteurs à la maison. C'est des collections incroyables. Voilà. Alors la coustille, je vais passer assez rapidement. C'est le terme effectivement local que vous allez retrouver dans les Landes. Effectivement, ça vient du terme coustiller, donc aller à la côte. En fait, ça veut dire aller à la côte finalement. Donc c'est un terme qui a été utilisé dans les années 1730. Voilà, pour la première fois. On avait effectivement une pratique très, très ancrée sur les littoraux de France. Au jour d'aujourd'hui, c'est ludique. Quand vous allez chercher des objets sur la plage après une tempête, c'est du ludique. Dans les siècles passés, c'était plutôt effectivement, quand on avait connaissance d'un naufrage, c'était effectivement une fête. Les populations littorales, effectivement, avaient connaissance d'un naufrage et on se précipitait sur le littoral pour aller faire de la récupération. C'était pas du tout ludique, c'était vivrier. On avait besoin effectivement de récupérer du bois, on avait besoin de récupérer des voiles, des cordages, et tout ça, effectivement, on ramenait ça à la maison, et c'était une manière, effectivement, d'améliorer le quotidien. Donc ça, effectivement, c'était une grande fête païenne. En Bretagne, on en parle beaucoup, des naufrages d'embarcations, et les populations sur la côte, c'était une grande fête païenne, où voilà, il y avait les enfants, les plus âgés, et on essayait de récupérer un maximum de choses. Et en Bretagne, pour information, il y a beaucoup de maisons littorales qui sont construites en charpente de bateau. C'est-à-dire qu'il y a des charpentes de vieilles maisons qu'on retrouve, et vous avez des formes un petit peu étranges qui correspondent effectivement aux courbures de la charpente de bateau. Donc il y a de la récupération, il y a du recyclage, et le bois était un matériau assez couru, on va dire, à ce niveau-là.
Ah, le Kazengo, oui, oui, oui. Ben, le Kazengo, je pense que vous connaissez l'histoire, c'est un bateau portugais en 1918 qui a été torpillé, je crois, et qui transportait du Porto. Donc il y a eu des barriques de Porto qui sont réparties sur le littoral des Landes. Et voilà, des barriques de Porto, c'est intéressant. Donc on est allé en chercher, ça a été soit effectivement des choses qui ont été ramenées à la maison, ou consommées sur place. Donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu voilà, la teneur effectivement de la fête. Mais l'histoire raconte effectivement que ça a été aussi, on a caché des tonneaux dans la dune, qui ont été volés par d'autres, enfin, ça a été une histoire un peu incroyable. Donc le Porto en fait a été bu pendant très longtemps, le Porto du Kazengo a été bu en fait pendant très longtemps. Voilà. Et il se dit que dans certaines familles, il y a encore quelques bouteilles qui restent, vides certainement, mais il y a encore quelques bouteilles qui restent de ce naufrage-là. Alors, lire la plage. Lire la plage. Alors, comme Hugo l'évoquait, la plage, je l'ai pratiquée pendant très très longtemps, depuis que je suis enfant. Maintenant, je suis passé à autre chose, je suis passé sur d'autres activités, mais pendant très longtemps, ça a été effectivement quelque chose de très, très prenant, et je passais des nuits entières sur la plage, à chercher des choses, et ça, la plage, ça s'apprend. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La plage, ça s'apprend. C'est-à-dire que vous avez en face à vous, effectivement, un environnement qui est particulier, très particulier, avec des phénomènes géologiques. Vous avez une géographie de la plage. Vous avez différents lieux identifiés sur la plage. Donc ça veut dire que sur les objets flottés qui arrivent du littoral, vous avez des zones où potentiellement vous allez trouver des choses. Voilà. Donc sur une plage, vous avez donc plusieurs niveaux. Vous avez la zone d'estran, la zone intertidale, ce qu'on appelle intertidale, c'est la zone de plus basse des marées basses et plus haute des marées hautes, qui est toujours une zone humide, hein, une zone effectivement en eau. Et vous avez le sable sec. Donc sur une plage, donc la partie estran dont j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez, et quand vous prenez sur la plage, vous le voyez, vous avez des lignes de déchets, comme ça, qui sont parallèles en fait à la plage. Mais vous en avez plusieurs. Et chacune correspond à des marées. Voilà. Donc vous avez ces laisses, ça s'appelle des laisses, effectivement. Donc vous avez la laisse de la marée la plus haute et vous avez la laisse de la marée la plus basse. Et suivant effectivement les marées, vous avez des zones où il y a des bois flottés, vous avez du plastique, vous avez de l'aluminium aussi, beaucoup, hein, sur la plage, parce que l'aluminium est très volatile et par le vent. Et l'aluminium, vous allez plus le trouver effectivement dans le haut de la dune. Hein, le vent amène effectivement les déchets vers le haut de la dune. Vous avez les plastiques légers, les bouteilles, les poches, qui sont effectivement malheureusement dans les oyas, dans la dune. Donc effectivement, il y a tout un tas de répartition des déchets suivant les intempéries. Et en fait, si vous voulez, le plan effectivement, qui est représenté ici, ça permet de visualiser les différentes zones de la plage où effectivement on peut trouver certains types de déchets. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, voilà, les plages sont très très nettoyées. Donc, sauf certaines zones identifiées, vous n'aurez plus forcément ça. Sauf après, au lendemain d'une grande tempête, effectivement, vous allez retrouver ça, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, même en hiver, il y a encore des passages de tracteurs à certains moments, pas tout le temps. Mais voilà, ça, c'est un petit peu la plage des années 70 quand j'étais petit. Voilà, quand je partais sur les littorales. Dans les objets qui sont amenés par les vagues, vous avez le bois flotté. Moi, le bois flotté, ça me fait rêver, parce que c'est des bois qui viennent parfois de très très loin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe du déplacement des bois. Vous avez la Dour, on va en reparler après. Souvent, quand vous avez des crues, donc la Dour déborde, il y a une érosion littorale, vous avez une érosion qui est très forte lors des crues, lors des pluies, et souvent les arbres tombent des berges, ils tombent dans le fleuve. Après, le voyage de l'arbre, c'est simple. Donc il part le long du fleuve, il va à l'exutoire, à l'estuaire, et il part sur la mer. Et c'est pour ça que quand vous allez, par exemple, du côté de Bayonne, quand vous allez sur l'embouchure de la Dour, vous avez deux plages de part et d'autre, et en hiver, souvent, c'est un immense mikado. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est des tonnes d'arbres, des tonnes de branches. Et ces tonnes de branches, il n'y a pas de secret, ils viennent de la Dour. Voilà, c'est des branchages, des troncs qui viennent de la Dour. Mais pas que. Vous avez aussi beaucoup de bois qui viennent de très loin. Vous avez des troncs qui viennent de très loin. Et souvent, vous avez des bois exotiques
qui arrive sur le littoral, sur notre côte, à Cabreton, et vous avez des bois exotiques. Voilà, c'est des bois, effectivement, qui viennent de très loin, qui ont parcouru, effectivement, un énorme chemin, qui sont aussi perdus des cargaisons. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des troncs d'arbres qui sont perdus des cargaisons de bois exotiques, et qu'on retrouve aussi sur le littoral. Donc ces bois-là, c'est un peu magique aussi. On voit un immense voyage à travers les eaux, et ces bois, on les voit, ils sont marqués, ils sont blanchis, ils ont perdu leur écorce, ils sont troués par les vers. Donc vous voyez, plus vous voyez effectivement un tronc d'arbre qui a une âme, qui est percé par les trous de verre, qui est blanchi par le sel et le soleil, ben là, vous pouvez vous dire effectivement que c'est un tronc qui a beaucoup voyagé. Vous avez les troncs effectivement de la Dour qui sont encore avec leur écorce, mais les troncs qui sont blancs, vous pouvez imaginer qu'ils viennent de très loin. Voilà. Donc le bois flotté, c'est ramassé effectivement par des coustilleurs, des artistes aussi, qui en font beaucoup de choses. Vous avez effectivement des personnes qui fabriquent des objets de décoration, des cadres, des meubles. Hein, avec les bois flottés, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent des meubles d'intérieur. Je crois qu'il y a des gens qui sont spécialisés justement dans le bois flotté, et je crois que c'est l'une des premières choses que les coustilleurs ramassent sur le littoral. Le bois. Voilà. Le bois, je pense que c'est un matériau qui est très chaleureux, qui parle, qui fait voyager, et donc je pense que c'est effectivement... On peut comprendre pourquoi il y a beaucoup d'artistes, de sculpteurs qui utilisent le bois des plages. Voilà. Un bois qui est imbibé de sel, bien sûr, bien entendu. Et qui ne brûle pas bien, non, du tout. Pour la cheminée, c'est pas très très bon, effectivement. Après le bois, alors je pense que là, ça va vous parler aussi. Le verre poli. Le verre poli. Ça, c'est fabuleux parce que pour un enfant, ça, c'est des petites émeraudes, en fait. Et pour vous donner une anecdote, donc je suis d'origine bretonne, hein, je ne peux pas le cacher avec mon nom, mais quand j'allais en Bretagne, j'allais en fait, la Bretagne en fait c'est pas des plages comme on a ici, on a ici c'est plutôt des enclaves, c'est des criques, beaucoup de roches, et là-bas, mon jeu, quand j'y allais là-bas, c'était de ramasser ces pépites de verre coloré qu'on trouvait un peu partout dans les failles, dans les creux, dans les roches, etc. Et j'en ramassais des tonnes et des tonnes. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui étaient ramassées, que je mettais dans des vases, dans des petits vases, dans des petits contenants. Et au niveau de lumière, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'était un petit peu la quête. En Bretagne, c'était plutôt les verres polis. Pour les Landes, c'était autre chose. Mais voilà, les verres polis, c'est quelque chose qu'on trouve un peu dans les Landes, sur le littoral, peu, finalement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas le dire pourquoi, mais on en trouve plus beaucoup, en fait. Peut-être, ouais, peut-être. Donc, vous voyez, le verre, donc là, c'est un petit exemple, hein, le verre poli a été mis dans une vieille lampe pour la décoration. Et aussi, on trouve des bouteilles, des messages dans des bouteilles. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on trouve régulièrement, effectivement, sur le littoral. Il y a le Sud-Ouest, le journal Sud-Ouest en parle souvent, régulièrement. Il y a des messages dans des bouteilles qui viennent de l'autre côté de l'océan, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, qu'on retrouve assez régulièrement sur les côtes des Landes et de Gironde. Donc ça, c'est assez rigolo, je trouve que c'est assez ludique, effectivement, de retrouver un message qui peut parfois circuler pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, ou parfois la poste est plus ou moins rapide par la mer. Mais certains messages, effectivement, peut-être parfois 100 ans. Je sais qu'il y a des messages qui ont été retrouvés, pas en France, mais ailleurs. Le message a été écrit il y a une centaine d'années. Voilà. Bon, dommage pour la personne qui était destinataire, mais c'est ça, voilà, ça arrive toujours. Donc là, tout à l'heure, on parlait des flotteurs de verre. Donc tout à l'heure, j'évoquais effectivement le Japon. Voilà. Donc au Japon, le Japon a fabriqué énormément de flotteurs de verre à partir des années 1910. Voilà. C'était, comme je vous ai dit, des bouteilles de saké aussi qui étaient recyclées. Teintes variables, vert, ambre, bleu, rouge. Et l'intérêt des flotteurs de verre japonais, qui sont très recherchés, c'est pour ça en Alaska, c'est qu'ils avaient un tampon, un cachet. C'est-à-dire que chaque souffleur de verre japonais mettait sur la partie haute, sur le téton que vous voyez au-dessus de ce flotteur-là, il y avait un seau, le seau effectivement en idogramme qui était marqué dans le verre encore chaud. Et ça, c'est ce qui fait un petit peu la valeur de ces flotteurs-là qui viennent du Japon. Les flotteurs français n'étaient pas aussi finement faits, voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit. Les flotteurs japonais n'avaient pas de bulles dans le verre, alors que les flotteurs français avaient beaucoup de bulles, effectivement, dans le verre. Donc il y avait une manière de faire qui n'était pas la même,
Il y avait un vrai artisanat au Japon, il y avait peut-être un côté un peu plus industriel en France. Donc voilà, il y a eu des méthodes de conception de ces flotteurs de verre très très différentes. Ça, c'est une bouteille de bière. Ouais, ouais. Alors ça, c'est mon flotteur, c'est un des flotteurs que j'ai trouvé quand j'étais petit en Bretagne. Il est tout petit, il est petit comme ça. C'est un petit truc comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de demander un petit piédestal comme ça en bois. Ça fait très joli, donc je l'avais fabriqué. Mais c'est vrai que c'est un tout petit flotteur, vraiment un tout petit. Voilà, qu'on n'a pas l'habitude de trouver régulièrement, parce qu'en général, les flotteurs, ils sont plutôt de cette taille-là. Les coquillages, bien sûr. Alors ça, vous en avez ici sur le littoral. Il y a des personnes, effectivement, qui parcourent le littoral pour rechercher des coquillages, pour collectionner des coquillages. En Bretagne, on en trouvait beaucoup. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a certains types de coquillages qu'on trouve peu, ou plus, malheureusement. Bon, je n'ai pas non plus l'explication, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros changement, effectivement, sur les types de coquillages qu'on pouvait trouver. En Bretagne, on en trouvait beaucoup, toujours pareil, hein, dans les enclaves, dans les creux de roches, des choses comme ça. Des porcelaines, on parlait des porcelaines tout à l'heure, effectivement, des porcelaines. Moi, je sais que j'en ramassais beaucoup aussi là-bas. On n'en trouve plus beaucoup. Hein, on n'en trouve plus beaucoup. Et on ne peut pas passer à côté des déchets. Parce qu'effectivement, quand vous pratiquez la coustille, bah, c'est les déchets. Vous avez des déchets anthropiques, des déchets humains, essentiellement. C'est des déchets, effectivement, qui viennent, pour la plupart, des fleuves. Tout simplement des fleuves. C'est-à-dire que vous avez, souvent lors des crues, vous avez des débordements. L'eau, en fait, passe par-dessus les digues, envahit souvent des déchetteries. C'est déjà arrivé. Et quand l'eau reflue, quand la crue s'en va, ben, tout part avec. Et malheureusement, tout ce qui est stocké sur les berges des fleuves, en général, part à la mer. Ça, c'est systématique. C'est pour ça que vous avez des quantités incroyables de déchets plastiques, des déchets humains, qui sont malheureusement diffusés partout, tout simplement par le débordement et par les décharges sauvages aussi, hein, beaucoup de décharges sauvages. Je vais beaucoup sur la Dour, dans les Barthes notamment, et dans les zones inondables, sur des îles de la Dour. Hein, je vais aussi sur les îles de la Dour. Il y a une île, en fait, que j'aime beaucoup sur le fleuve, qui est sauvage, qui est devenue à nouveau sauvage, donc que je parcours régulièrement, donc la forêt a repris ses droits. Quand vous parcourez l'île, l'île est tapissée de déchets flottants. Ça veut dire que l'île, en fait, elle est recouverte en période de crue. Il y a au moins 1 mètre à 2 mètres d'eau sur l'île en période de crue, et les déchets se déposent sur l'île. Mais vous avez aussi des déchets très anciens, c'est-à-dire que quand vous parcourez cette île-là, vous avez du plastique, vous avez de l'aluminium, vous avez des objets en aluminium, donc qu'on ne trouve plus aujourd'hui, des contenants en aluminium. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'île a reçu pendant des dizaines et des dizaines d'années des déchets qui viennent du fleuve. Et malheureusement, cette île, aujourd'hui, est devenue une déchetterie, vraiment une déchetterie. Vous avez aussi des déchets qui viennent de la mer. Vous avez les déchets maritimes qui reviennent aussi sur la côte. Vous avez souvent, sur le littoral, vous avez des bottes de marins. Vous trouvez des bottes de marins. Vous avez des gants, vous avez des flotteurs, des filets, des morceaux de filets. Vous avez des cajots, des casiers, des choses comme ça. Donc il y a énormément de déchets, effectivement, qui proviennent aussi de la mer. Donc les déchets, c'est un vrai problème, parce que vous avez des zones, vous voyez, là, ça a été pris, cette photo a été prise sur une plage où on voit plus de plastique que de bois, malheureusement. Donc malheureusement, mais voilà, le déchet plastique, on dit que voilà, l'Ifremer évalue que 50 millions de déchets reposent au fond du golfe de Gascogne, donc 80 à 95% de matière plastique. Donc c'est un fléau, le plastique est un fléau. Dans les plastiques, alors ça, vous avez vu déjà ça, je pense, sur les plages. Les larmes de sirène, impossible à ramasser. Ça, c'est des déchets, effectivement, plastiques, qui viennent de l'industrie, qui proviennent de l'industrie, qui servent en fait, c'est des granulés en fait qui sont utilisés pour fabriquer des objets en plastique. Donc vous avez des contenants qui véhiculent ça par bateau ou par véhicule, et ça vient des crues aussi, ça vient aussi des pertes effectivement de cargaison dans la mer. Et ces déchets de plastique, ces larmes de sirène, c'est un terme un peu poétique, mais qui ne correspond pas du tout à une réalité poétique, mais c'est impossible à gérer ça. Ils n'ont pas trouvé encore la solution pour retirer ces petits granulés qui sont microscopiques. Alors, outre le côté esthétisant de ce granulé, c'est dangereux aussi pour la faune.
ces petits granulés, c'est avalé par la faune aquatique, qui en meurt. Donc c'est une catastrophe absolue, c'est ingérable, c'est quelque chose d'ingérable. Alors je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à des méthodes pour les ramasser. C'est des essais, c'est comme c'est du plastique, vous avez un effet électrique qui peut être produit par des tapis qui sont posés, effectivement, qui sont traînés sur le sable, et qui peuvent effectivement coller ces petits granulés. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'en réflexion. On n'est pas sûr que ça marche encore, mais le côté électrostatique peut être une des solutions pour ramasser ce type de déchets-là. Mais c'est catastrophique parce que quand vous prenez sur le littoral, vous ne les voyez pas, mais quand vous vous mettez au niveau du sol, vous vous rendez compte que il y en a des millions. C'est une catastrophe. Vous l'avez déjà vu, c'est peut-être sur les littoraux, ça, hein, les médias filtrants. Médias filtrants, ben, ça, tout simplement, c'est des choses qui viennent de stations d'épuration. Hein, c'est des choses qui sont posées, qui sont mises dans les stations d'épuration pour filtrer l'eau, etc. Et alors pourquoi ça se retrouve tout simplement lors des crues, lorsque les stations d'épuration débordent, tout simplement ça va dans les cours d'eau et on les retrouve à nouveau sur les plages. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des déchets plastiques qu'on retrouve assez régulièrement sur le littoral. Et encore une fois, très très compliqué à se débarrasser. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui? Vous en avez trouvé? Non? Ça a fait beaucoup parler pendant un petit moment. Il y a eu beaucoup de ces plaques qui ont été trouvées sur le littoral. C'est pas de la coque. Comment? Non, c'est pas de la coque, non. non, c'est pas de la coque. C'est des petits pétirs. Oui, vous avez marqué, petits pétirs effectivement sur les plaques. Je sais que dans les Landes, il y en a une ou deux, je crois qu'on les trouvé. Voilà. En fait, ça vient d'Indonésie. C'est des plaques de latex. Et c'était un matériau qui était après transporté sur des embarcations vers l'Europe. Donc ce latex-là, on en faisait tout un tas de choses. Hein. On l'utilisait sur des balles de golf. C'était un matériau sur la cordonnerie, sur l'isolation. On en faisait du caoutchouc industriel. Et la production du village, en fait, donc de Tipétir, fut exposée en 1921 au 5e congrès du caoutchouc et des produits coloniaux. Voilà. On en trouve. Pourquoi on en trouve? On en a trouvé effectivement sur les littoraux dernièrement, il y a quelques années maintenant. Tout simplement parce qu'on pense que c'est une épave, c'est une bateau qui a coulé, qui transportait effectivement cette cargaison-là. Et lors de la dégradation de la coque de l'embarcation sous l'eau, petit à petit, effectivement, les plaques de latex qui ne bougent pas, qui se dégradent peu finalement, sont remontées à la surface et ont été en fait distribuées par les courants océaniques, et notamment sur les côtes de France. On en a trouvé beaucoup en Bretagne, on en a trouvé beaucoup sur les régions effectivement de la Rochelle, etc. Les courants océaniques les ont redistribués comme ça sur le littoral. Donc, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ce sont effectivement des vestiges de naufrage, de cargaison de naufrage, qui sont récentes dans le sens où effectivement, certainement la coque s'est ouverte à un moment donné et a libéré sa cargaison. Alors aujourd'hui, bizarrement, on n'en trouve plus, on n'entend plus beaucoup parler, mais c'est vrai qu'il y a une période, pendant plusieurs mois, il y avait des découvertes perpétuelles de ce type de plaque-là. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des objets effectivement qu'on peut trouver sur le littoral, de manière générale. Je sais pas si on ne peut pas évoquer l'acoustie et le beachcombing sans passer par un côté que tu as pratiqué de façon quand même assez assidue et on va dire professionnelle, qui est la recherche des objets métalliques avec ce qu'on appelle vulgairement une poêle à frire. Donc c'est quand même important de mentionner cet aspect de la recherche. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Tu as toi-même été journaliste, je crois, dans ce domaine. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous parler de ça, s'il te plaît? Alors, effectivement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a une autre pratique qui pourrait effectivement concerner le beachcombing, ce qu'on appelle le beachcombing, c'est la recherche effectivement des métaux perdus, des objets perdus sur la plage. Alors, vous avez certainement dû rencontrer l'été ou l'hiver, parce que ça se pratique à toutes les saisons, des personnes effectivement avec un détecteur de métaux qui balayent le sable effectivement à la recherche d'objets perdus. Voilà. Donc ça c'est un loisir, c'est pas du tout professionnel, c'est un loisir, c'est des gens qui font ça par loisir, par envie d'être face à un littoral qui leur plaît.
Comme je l'évoquais tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Chercher des métaux sur une plage. Voilà, ça ne s'improvise pas. C'est toléré, encore aujourd'hui c'est toléré par l'État, puisque ça reste du loisir. Ça n'impacte pas forcément effectivement des choses très anciennes. Les gens qui font ça, ils trouvent quoi? Ils trouvent des bijoux perdus, tout simplement. C'est-à-dire que des bijoux, des pièces de monnaie perdues, des objets perdus effectivement par les estivants. C'est le grand jeu. Mais comme je disais tout à l'heure, ça ne s'improvise pas parce que vous pouvez acheter une poêle à frire, aller sur la plage, c'est pas pour ça que vous allez trouver quelque chose quand vous allez y aller. Une plage, ça s'apprend. Une plage, ça se comprend, ça se lit. Et en faisant longtemps, je sais que dans la salle, il y en a quelques-uns qui se cachent, on apprend effectivement le fonctionnement d'une plage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un objet perdu, vous êtes l'été, vous baignez dans les vagues à Cap-Breton. Vous perdez votre alliance. L'alliance tombe dans le fond. Ben, elle ne sera jamais là. C'est-à-dire que votre alliance, effectivement, elle va se déplacer. C'est-à-dire que la zone des vagues, la zone de l'estran, c'est une gigantesque machine à laver. Une gigantesque machine à laver. C'est-à-dire que votre objet perdu va se déplacer de plusieurs mètres, et de mètres, etc. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de phénomènes qui vont entrer en jeu là-dedans, comme les courants littoraux, la houle, les marées, tout un tas de choses comme ça qui font que l'objet va systématiquement se déplacer. C'est-à-dire qu'un objet perdu là, peut-être 2 jours après, il va être à 10 mètres, et puis, imaginez, voilà. Mais il va peut-être partir aussi vers le fond, vers les vagues. Il va peut-être revenir aussi après, lors des tempêtes. Un objet perdu dans la mer se déplace en permanence. C'est un objet qui n'est jamais figé. Voilà. Donc, le fait de faire du beachcombing, comme ça permet aussi la compréhension d'un littoral, la compréhension d'une plage, de voir un petit peu comment ça fonctionne, et ça vous permet de comprendre que les vents, ça joue. La houle, la hauteur de houle joue. La hauteur de sable joue aussi, parce que vous avez des moments en hiver, par exemple, vous avez des tempêtes terribles, et qu'est-ce qu'elles font les tempêtes? Elles enlèvent du sable. Et quand les tempêtes enlèvent du sable, ça découvre des choses. Mais à l'opposé, vous avez aussi des tempêtes qui amènent du sable. Donc vous avez tout un tas de phénomènes qui vont soit engraisser une plage ou dégraisser une plage. Donc vous voyez, tous ces phénomènes géomorphologiques, effectivement, c'est intéressant de les comprendre, parce que ça impacte aussi la manière dont on cherche quelque chose. Le littoral landais, vous avez tout un tas de... Vous avez des baïnes, vous avez des chenaux, vous avez des zones effectivement de descente d'eau, vous avez des graviers. Et toutes ces choses-là, il faut essayer de les comprendre. Ah oui, donc, je parle de gravier, je parle au niveau granulométrie, c'est-à-dire que vous avez des formes de gravier. Quand vous avez souvent du sable, vous avez des plages de gravier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Au moment où vous avez juste des plages de gravier. Mais ça veut dire que la mer, en grande machine à laver, elle a rassemblé ces graviers qui avaient un poids identique, une forme identique, à une zone donnée. Donc on peut imaginer que les graviers qui sont dans un poids identique, dans une zone identique, tout ce qui est du même poids et de la même forme peut être au même endroit. Donc il n'y a pas que des graviers, il peut y avoir des pièces de monnaie, il peut y avoir des objets perdus. Voilà. Donc tout ça, c'est effectivement une compréhension du littoral, mais sans certitude, parce que là je vous parle de ça, mais rien n'est figé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez effectivement des certitudes par rapport à cette chose, et vous apercevez qu'ailleurs, sur une autre plage, c'est complètement différent. C'est-à-dire que chaque plage est identique, n'est pas identique, pardon, chaque plage est différente. Et c'est pas une généralité. C'est-à-dire que par exemple, sur une plage à Cap-Breton, vous n'aurez pas forcément les mêmes configurations qu'à Osgore. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Donc rien n'est à clé, rien n'est gravé dans le marbre, mais on sait que suivant certains phénomènes météorologiques et de mouvements des marées autres, vous avez une compréhension de manière un peu globale, effectivement, de la plage. Voilà. Alors justement, tu nous parles de la lecture de la plage, de la compréhension de la plage. Est-ce que tu pourrais nous parler de... tu as beaucoup écumé les plages landaises, tu as beaucoup marché de long en large, le long des plages, depuis longtemps. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu as constaté comme différence entre les années 70 parce que tu as parle-nous un peu de tes longues marches sur le littoral et de tout ce que ça t'a apporté. Pour en revenir aux années 70, donc j'étais tout petit, mes parents m'amenaient très régulièrement sur le littoral, notamment à Cap-Breton, mais sur les Osgore. Et la plage d'hiver dans ces années-là n'était pas la même que celle qu'on trouve aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai un souvenir très marquant dans les années 70, quand j'allais du côté des Blocos, à Cap-Breton, les plages étaient un immense terrain de jeu qui n'était pas nettoyé. C'est-à-dire que vous aviez en fait un immense mikado, immense, c'était totalement recouvert, les plages étaient complètement recouvertes de troncs d'arbres, de branches, de choses flottées, et en fait c'était pas nettoyé.
Mais pour un enfant, c'est un terrain de jeu qui était fabuleux. Voilà. C'est-à-dire que mon grand plaisir, quand j'étais petit, c'était de me faufiler dans les branchages, dans les méandres de tous ces endroits flottés comme ça. Et j'avais... le plaisir, c'était de ramasser des petits soldats en plastique qui venaient d'Espagne. Alors, ils étaient souvent attachés de goudron, hein, bon, voilà. Mais je les collectionnais. Voilà, c'est des choses que je ramassais. Bon, je disais tout à l'heure qu'en Bretagne, je ramassais des verres polis, mais dans les Landes, c'était plutôt des petits soldats en plastique. Donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, la plage était l'hiver un grand terrain de jeu pour un enfant. Et petit à petit, effectivement, la volonté effectivement, de nettoyer les plages est arrivée. Et petit à petit, effectivement, les plages sont devenues, je trouve, personnellement, c'est mon avis propre, aseptisées. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas de me baigner l'été avec des branches, des troncs d'arbres autour, quoi. Mais malheureusement, effectivement, dans l'évolution de l'appréhension d'une plage aujourd'hui, le tourisme souhaite une plage aseptisée. On peut. Comment ? On n'est pas tout à fait sûr que en fait, les touristes ils seraient peut-être très contents d'avoir quelques bois flottés. Parce qu'on discutait, je me permets de couper, on discutait tout à l'heure du nettoyage des plages. J'avais fait une conférence ici il y a une quinzaine d'années sur les plages et j'avais parlé des trieuses et du nettoyage trop intensif, pas à mon goût, enfin à goût de beaucoup de gens, des plages. Alors, on va me dire, mais pourquoi trop intensif? En fait, parce qu'on oublie que, par exemple, la simple présence des bois flottés sur une plage, non seulement elle empêche les vagues de monter trop haut, non seulement elle retient le sable, mais en plus, comme tu le dis toi-même très bien, ça sert de nichoir pour des tas de choses, du végétal, des crustacés, des insectes qui se plantent dedans. Et effectivement, moi, quand j'étais gamin, les plages des Landes, c'était effectivement un endroit absolument grouillant de vie. Il y avait des talitres, ce qu'on appelle les puces de mer. Il y en avait à chaque pas, il y en avait des milliers. Et il y avait des scolopendres, des hannetons, toutes sortes d'escarabées, toutes sortes de bestioles qu'on voit de moins en moins. Et je me souviens donc d'avoir fait cette conférence ici même sur le nettoyage des plages. Et à la fin, il y a un monsieur qui est venu me rencontrer et qui m'a laissé sa carte, qui était responsable du nettoyage des plages dans les Landes. Et je croyais qu'il allait me tenser un peu. Il m'a dit, vous avez parfaitement raison, on nous a donné des machines trop puissantes avec des tamis beaucoup trop fins, ce qui fait que tout est part à la décharge, y compris les œufs de crustacés, les tas de petites choses, des œufs d'insectes, des graines de plantes, etc. Et je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion à faire, notamment dans les Landes, où on a du sable, de zones, parce qu'il y a nettoyage et nettoyage, et on n'a pas besoin de bac à sable pour se baigner. Et il pourrait y avoir des zones qui seraient un petit peu laissées à elles-mêmes aussi, je pense. Enfin bon, il y a un vrai travail de réflexion à faire pour que nos plages restent vraiment vivantes. Il existe aujourd'hui des méthodologies de ramassage manuel et sélectives. Je trouve ça super. Vous avez des personnes, effectivement, qui vont ramasser uniquement les macro-déchets. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser tout ce qui est d'origine humaine. Voilà, donc plastique, etc. Et ils vont laisser sur place le bois. Ils vont laisser sur place les animaux marins morts. Voilà. Parce qu'effectivement, tout ça, ça contribue dans la dégradation des matériaux, ça contribue à l'amendement de la dune et tout ce qui est végétal dans la dune. Donc c'est pas anodin tout ça. C'est-à-dire que les matériaux naturels sont utiles. Tout est utile dans la plage. Et effectivement, tout ce qui est ce bois, ces plantes, tout ce qui arrive, ben, moi je trouve pas choquant effectivement l'idée de les laisser vivre leur vie effectivement sur certaines zones de plage qui permettent effectivement voilà, de garder une vie quelque part effectivement de la dune et de la faune effectivement qui vit sur les plages. Il y a certaines zones effectivement, je suis pas sûr que ce soit dans les Landes, vous avez des gravelots, des petits oiseaux effectivement qui pondent et qui nichent effectivement dans la laisse de mer. Donc ça veut dire que dans les endroits où effectivement il y a des déchets flottés de bois ou de plantes ou d'algues, ben, ils pondent là. Donc effectivement quand vous avez les tracteurs qui passent derrière, ben, ça détruit quelque part énormément de choses. Voilà. Donc il faut penser aussi à ça au niveau écologie. Mais je suis quand même plutôt optimiste. Ils réfléchissent effectivement sur ce ramassage sélectif, manuel, ce ramassage manuel qui n'est plus fait effectivement par les tracteurs, mais par des grandes pinces où on ramasse dans les sacs, etc. Certes, c'est du boulot, mais je pense que ça vaut la chandelle quand même, il me semble. Pour finir, avant qu'on passe à la tour, tu peux nous parler un peu de tes longues marches? Oui. Bah, il y a quelques années, puisque effectivement, comme je vous ai expliqué, j'ai fait beaucoup de plages, mais localisées. Effectivement, c'était des zones effectivement identifiées. Et je me suis dit, mais je connais finalement peu le littoral landais, puisque je le connais comme pointillé, en saut de puce. Et un jour, je me suis dit, ben voilà, je vais partir de Bayonne et je vais remonter jusqu'à Biscarrosse à pied.
Donc je suis parti sur plusieurs jours avec mon sac à dos, en marchant sur l'estran, et j'ai passé plusieurs jours effectivement à longer la côte, en dormant dans la dune, ou en dormant effectivement dans des zones un peu abritées, jusqu'à justement Biscarrosse. Voilà. Donc ça a été une manière aussi de redécouvrir le littoral landais de manière différente, et surtout aussi de voir des zones où personne ne va jamais. C'est ça qui est intéressant dans les Landes. Vous avez effectivement des zones très touristiques qui sont très très fréquentées, et vous avez des zones où personne ne va jamais, sauf quelques rares pêcheurs de surfcasting, mais des zones où vous regardez à gauche ou à droite, c'était au printemps. Hein. Donc au printemps, normalement il y a du monde, je n'ai jamais vu personne. Donc vous avez des longueurs et des kilomètres où vous n'avez personne. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux d'avoir effectivement un littoral où vous n'avez personne. Donc la marche a permis effectivement d'aller un peu plus proche effectivement de cette mer, de ces endroits un peu sauvages du littoral landais, qui existent encore, qui sont à préserver bien sûr, et qui sont magnifiques, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'effectivement, quand on aime un lieu, je pense qu'il faut le parcourir de toutes les manières possibles, imaginables. Voilà. D'ailleurs, puisqu'il faut parcourir un lieu quand on l'aime, explique-nous un peu comment tu es passé des plages à la Dour et au travail que tu fais sur la batellerie, les pirogues et les épaves de la Dour. Oui, alors, hop, je vais revenir sur le diaporama si j'arrive. Voilà, pirogue de la Dour. Pourquoi la Dour? Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à évoquer le littoral et la Dour, le grand écart est en fait finalement très proche. La Dour, pourquoi? Alors la Dour, je le pratique depuis que je suis jeune aussi. C'est un endroit, c'est un milieu qui m'intéresse énormément, que j'ai parcouru beaucoup en kayak et en canoë. Et quand j'étais plus jeune, donc une vingtaine d'années, je suis parti de Mont-de-Marsan jusqu'à Bayonne en kayak, donc par la Dour. Donc ça a été une manière, c'est un petit peu comme l'exploration des côtes des Landes. C'était une manière aussi de découvrir un milieu et d'avoir une première appréciation de ce milieu-là qui a énormément de choses à raconter. Et lors de cette descente de la Dour, du côté de Port-de-Lanne, on dormait donc sur les rives, on dormait dans des tentes sur les rives jusqu'à Bayonne. Et au niveau de Port-de-Lanne, on est passé devant des sortes de coques, de bateaux qui étaient remplis de sédiments. Et les sédiments avaient permis la pousse de petites forêts. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez une coque de bateau et vous aviez une forêt qui avait poussé à l'intérieur. Voilà. Première rencontre avec les embarcations de la Dour. Et celle qu'on a rencontrée à chaque fois sur la descente de la Dour avait cette même image. Donc de petites forêts, voilà. Donc je trouvais ça assez magique parce que quelque part le bois revient de forêt quelque part. Le bois n'est pas mort, le bois du coq, effectivement, une fois qu'il a été abandonné, permet de nouvelle vie, effectivement, qui a poussé dans la coque. Donc ça, au niveau esthétique, c'est super joli, et ça m'a beaucoup plu. Il y a quelques années, en 2004, je travaillais sur un livre avec un ami dessinateur qui s'appelle Marc Large. On travaillait sur les endroits un peu secrets des Landes. Donc Marc dessinait, c'est lui qui faisait les dessins, moi j'écrivais les textes. Et on était en train de travailler sur une zone de la Dour qui s'appelle le mur de César, le mur de Beudat, à Tercis. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est en fait une grande falaise de pierre, effectivement, qui domine la Dour, et qui est assez imposant. C'est très haut. Quand on est en bateau en bas de la falaise, c'est gigantesque. Et la personne qui nous a menés visiter effectivement cette falaise-là nous a dit, à un moment donné, au fait, pas loin, il y a un bateau, une épave, si ça vous intéresse, je peux vous y amener. Donc on est arrivé sur une embarcation, sur une épave de bateau immense, un grand bateau, plus de 20 mètres de long, qui était ancré dans la rive. On voyait encore les membrures comme ça qui débordaient de la rive, et recouvert aussi pour une part de sédiments. Et je me suis posé la question de voilà, c'est un bateau comme ça dans la Dour, tiens, étrange, je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc j'ai un peu cherché, je me suis intéressé, j'ai essayé de trouver l'histoire de ce bateau, je n'ai pas trouvé. Et en discutant avec des amis, ils m'ont dit, mais tu sais, il y en a plein, des bateaux dans la Dour, il y en a plein, des épaves de bateaux, il y en a plein. Et à un moment donné, ça m'intéresse, il y a toujours des choses qui m'intéressent comme ça, un peu dans tous les sens, mais là, ça m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, je vais aller rencontrer le service régional d'archéologie à Bordeaux, qui est en fait
l'institution qui s'occupe de toutes les fouilles archéologiques sur la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai rencontré un conservateur qui m'a reçu. Et je lui ai dit, mais ça m'intéresserait de travailler sur les bateaux de l'Adour. Il m'a dit, oui, d'accord, mais pourquoi faire? Je lui ai dit, en faire un inventaire, comprendre. Bon, il me faut un projet scientifique. Bon, ok. Donc, qu'à cela ne tienne, j'ai fait un projet scientifique par rapport, effectivement, à ces bateaux de l'Adour. Et il m'a permis, effectivement, de travailler sur un premier bateau. Donc, c'était le bateau, effectivement, qu'on a découvert, celui de 20 mètres, qui est un bateau de transport de marchandises qu'on appelle un bâcher. Un bâcher. On en reparlera après. Et de fil en aiguille, après ce bateau-là, on s'est rendu compte que l'Adour, dans les rives, avait énormément d'épaves. Et de fil en aiguille, chaque année, on en trouvait. On étudiait les épaves. Et dans ces épaves-là, on s'est aperçu qu'il y avait toute une multiplicité de formes et de structures et d'embarcations, qui avaient toutes, en fait, une fonction différente. Donc je vous parlais tout à l'heure des grands bateaux de 20 mètres, etc., qui étaient des bateaux de transport de l'Adour. Donc, transport de l'Adour, on parle de galup, on parle de gabar, on parle de chalibardon, on parle de bâcher. Donc c'était des bateaux de transport, de commerce. Mais vous avez des bateaux plus petits. Vous avez des bateaux, effectivement, du quotidien, des bateaux, effectivement, qui étaient utilisés pour aller à la pêche, se déplacer, aller d'une rive à l'autre, transporter un petit peu du petit matériel. Aujourd'hui, vous avez des bateaux qui s'appellent des couralins dans le Lot. Donc c'est des bateaux qu'on trouve un peu partout. Mais il y a 200, 300, 400 ans, ce n'étaient pas des couralins. C'était des bateaux qui avaient la même fonction, mais qu'on appelait des chalands. Alors, on dit chaland, mais moi je pense que c'est plus parlant, j'appelle ça des pirogues. Pourquoi pirogues? Tout simplement parce que c'est des embarcations qui sont creusées dans les troncs d'arbres. Pirogue, on utilise le mot de monoxyle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes-là. Monoxyle, ça veut dire que c'est taillé dans un seul et unique tronc d'arbre. Donc, je vais vous le montrer effectivement dans les images qui vont suivre. Donc, pirogue monoxyle, en fait, c'est très ancien. Hein, c'est on voit, vous voyez, sur cette image-là, qui est une image un petit peu ancienne, c'est une image un peu fantasmée d'une embarcation monoxyle à l'époque gauloise. Voilà. Bon, c'est quand même inventé, mais voilà. Par contre, vous voyez, le tronc, il n'est pas très... au niveau dynamique de circulation, je ne suis pas sûr que ce soit très... Bon, bref. Mais voilà, ça c'est effectivement une représentation d'une pirogue monoxyle. C'est des barques primitives. Avant ces monoxyles, comment faisaient les hommes pour se déplacer dans l'eau? Ils allaient sur un tronc d'arbre, ils s'accrochaient à un tronc d'arbre et ils traversaient un cours d'eau en flottant sur un tronc d'arbre. Après, la méthodologie a été réfléchie, donc on a creusé le tronc d'arbre pour faire des embarcations. Donc creuser avec de l'eau, avec des outils de pierre ou du feu. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait brûler l'intérieur effectivement du tronc d'arbre pour creuser effectivement la future embarcation. Ces barques-là, ces barques primitives, on ne trouve pas que dans l'Adour, on en trouve dans tous les fleuves de France. Voilà. Tous les fleuves de France et les zones lacustres aussi, bien sûr, bien entendu. Dans les Landes, ces embarcations, on en a trouvé à partir du 19e siècle. Elles ont toutes disparu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on trouvait une embarcation monoxyle dans un cours d'eau, on en trouvait dans les cours landais, on en trouvait un petit peu dans l'Adour, on ne savait pas que le bois, une fois qu'il était sorti de l'eau, se dégradait. Ça, c'était vraiment un principe qu'on a retrouvé dans toutes les zones lacustres et fluviales de France. On sortait souvent les troncs d'arbres, les pirogues, on les mettait en exposition dans un endroit parce qu'on trouvait ça chouette, et bien au bout de quelques jours, effectivement, le bois se fissurait, craquait et tombait en miettes. Donc on n'avait pas la notion, effectivement, de la dégradation du bois qui était soumise à l'air et au soleil. C'est pour ça qu'on n'a plus du tout d'embarcation de cette époque-là encore entière. Donc on a trouvé encore un Sobus dans les années 30, on a trouvé des choses. On a trouvé dans les années 30 aussi des embarcations monoxyde à Bayonne. Vous voyez, il y a eu régulièrement effectivement des découvertes qui ont été faites essentiellement par des pêcheurs. Cette embarcation, elle a été trouvée au Bec du Gave dans les années 60. C'est une embarcation qui est présentée au musée d'Artus, qui est aujourd'hui dans une grande vitrine qui permet effectivement la conservation de l'embarcation. Mais c'est un chaland effectivement qui serait daté du XVe siècle et du XVIe siècle et qui aurait servi effectivement à transporter les passagers d'une rive à l'autre. Ça permettait effectivement le passage. Donc vous voyez, on en trouve encore. L'archéologie du XIXe siècle, on en parlait tout à l'heure, n'avait pas encore la notion de préservation de ce qu'on trouvait, des objets qu'on trouvait.
c'était des sociétés savantes souvent qui s'intéressaient aux choses anciennes. Donc souvent, vous aviez des médecins, vous aviez des prêtres, des instituteurs. C'était essentiellement eux qui s'occupaient effectivement de l'archéologie au XIXe siècle. Et on était dans ce qu'on pourrait appeler l'antiquarianisme. C'est quoi? Tout simplement, on s'intéressait à l'objet, mais on ne s'intéressait pas au contexte. À cette époque-là, c'était plutôt la collection. On trouvait un bel objet, on le présentait, et on ne s'intéressait pas à tout ce qui était autour. On n'étudiait pas forcément l'objet. Et petit à petit, on est allé vers la science où on s'intéressait à l'objet en lui-même. Et tout ce qui en découlait, la manière de le fabriquer, comment il était utilisé, par qui et comment. Donc voilà, donc il y a eu une évolution aussi de l'archéologie au fil des siècles. Mais la destruction du bois, effectivement, on ne savait pas comment le traiter. Donc, dans l'exposition, quand on voulait exposer effectivement une embarcation monoxyle quand on est dans l'eau, qu'est-ce qu'on faisait? La seule solution qu'on avait trouvée, c'est sans faire des moulages. Donc, dans des musées, par exemple, ils faisaient des moulages en plâtre des embarcations monoxyles pour pouvoir les présenter au public. Voilà. C'était une des premières méthodes qui permettait, en tout cas. C'est quoi cet engin? Alors ça, c'est une pirogue qui a été trouvée en Suisse. Voilà, qui est immense. Vous voyez, la taille est immense. Si un jour on trouve ça dans la dos, on sera content. Mais c'est immense. C'est plutôt une pirogue lacustre, hein, on va dire. Et là, je pense que, vu la photo, je pense qu'elle n'existe plus. Voilà, vu l'époque de la photo. Donc la conservation, bon, je vais passer rapidement, mais c'est des méthodes de conservation actuelles, hein, qui sont la lyophilisation ou l'aspiration par séchage contrôlé. En fait, c'est des méthodologies où on enlève l'eau qui est dans le bois pour le remplacer par du glycol éthylène, et ce qui permet effectivement la conservation du bois et qui évite de sa dégradation, mais sauf que c'est très cher, très long comme traitement, et on ne fait pas ça pour tout, quoi. Voilà. Pirogue ou chaland. Donc ça, on revient sur la Dour. Là, on revient sur la Dour. Donc, qu'est-ce qui symbolise, qu'est-ce qui identifie en fait une pirogue de la Dour? Chaland. On dit chaland monoxyle, la pirogue de la Dour. Il faut qu'elle soit longue et étroite. C'est le principe de construction d'un chaland monoxyle, longue et étroite. Donc, c'est une embarcation exclusivement fluviale, qu'on n'utilisait que sur... on en a trouvé dans le Gers, et les plus proches étaient à Bayonne. Vous voyez, entre le Gers et Bayonne, vous avez quand même un espace assez grand. Elles étaient entre 4,50 m et 6,50 m de long, et fond plat, en général fond plat, avec une forme symétrique. Voilà. Certaines, comme vous voyez sur l'image, étaient dotées d'une voile. Alors la voile était utilisée essentiellement sur la partie estuaire, là où on pouvait bénéficier effectivement des vents effectivement qui permettaient de bouger de mouvoir les embarcations. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, la forme de la proue et la proue se correspondaient. Et ça, c'est spécifique de la Dour? Non, ça c'est une forme que tu trouves de manière un peu générale. Après, il y a eu une évolution, il y a eu des évolutions, parce qu'en fait, les pirogues se sont construites pendant des centaines d'années. Et les plus anciennes, les plus proches pirogues de nous, datent du XIXe siècle. Donc vous voyez, il y a quand même un écart assez important. Comment elles étaient fabriquées, les pirogues monoxyles? Donc vous voyez, vous avez un tronc d'arbre de chêne, et vous avez effectivement la forme de la pirogue qu'on voit dans un tronc de chêne, comment elle était taillée. En général, la proue était partie haute, et la poupe était plutôt au niveau des racines. Vous voyez? Donc quand on abattait effectivement un chêne, on l'a taillé dans ce sens-là. Donc c'était façonné avec quoi? C'était façonné avec des haches, des herminettes, c'était creusé avec des outils de métal, et c'est un travail très long, qui était fait par des spécialistes, des charpentiers spécialistes. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient l'habitude effectivement de concevoir une embarcation de ce type-là, parce que tout simplement, il y a des méthodologies qui sont très particulières, et si par exemple vous creusez trop un tronc d'arbre, vous allez le percer, et donc la pirogue sera complètement inutilisable. Donc il y avait des méthodes effectivement qui étaient maîtrisées par certaines personnes, qui probablement se déplaçaient d'un endroit à un autre pour fabriquer des pirogues pour des particuliers. Mais ça, c'est des théories, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de traces écrites sur la fabrication des pirogues. Il n'y a pas de traces écrites. Donc on peut imaginer qu'il y avait des spécialistes qui pouvaient se déplacer sur la conception d'une pirogue. Là, vous avez une pirogue intermédiaire, qui est une monoxyle assemblée polyxyle. Quelle est la différence? Tout simplement, c'est que vous passez du tronc d'arbre creusé unique à une embarcation donc fabriquée avec deux planches taillées dans un tronc d'arbre
et les planches intermédiaires sont les pièces intermédiaires sont des planches. Donc il y a un assemblage, un début d'assemblage. On sait que les côtés sont du monoxyle, puisque c'est creusé vraiment dans un tronc d'arbre, on voit les formes les flancs en fait, que vous avez de l'embarcation, c'est un tronc d'arbre effectivement façonné. Et au milieu, le sol, le fond, c'est des planches. Donc c'est une étape intermédiaire. Donc on est passé du monoxyle au polyxyle ou au monoxyle assemblé. Voilà, évolution. Et là, sur cette image-là, vous avez en fait un chaland, encore une fois, complètement assemblé. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il est en planche, tout simplement en planche. C'est-à-dire qu'on a perdu effectivement la conception monoxyle, et ce sont des planches effectivement qui ont été assemblées pour avoir un bateau qui a toujours finalement la même fonction. Ça, c'est un bateau qu'on trouve à Hurth, du côté de Hurth, entre Hurth et Bayonne, qui est spécifique à un territoire. Donc on ne le trouve pas ailleurs. Vous ne trouverez jamais ce type d'embarcation sur Dax, par exemple. Voilà. Donc on a une évolution effectivement de la construction des chalands. Et quand notre travail effectivement sur la Dour, notre petit Graal, on va dire, ben, c'est de se trouver des pirogues. À ce jour, on a travaillé depuis 2004 qu'on a commencé, parce qu'on est en fait on est un groupe d'amis. Pour tout vous raconter, on est un groupe d'amis, on se retrouve régulièrement l'été, en période d'étiage, et on travaille effectivement sur des embarcations qu'on a trouvées ou qu'on nous a signalées à un moment donné. À ce jour, donc là, on a travaillé, on a découvert 25 épaves. Pas que des chalands monoxyde, on a travaillé sur des gabarres, sur des coraux, on a travaillé sur des bâchets, donc tout un tas d'embarcations de différents types. Mais ce qui nous fait vibrer, c'est bien sûr les pirogues. Voilà, parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une sorte de... les pirogues ont toujours quelque chose à nous raconter. Parce qu'on peut imaginer que c'est toujours la même forme et la même conception, c'est faux. Et on va le voir après, les pirogues ont été fabriquées sur des centaines d'années. Là, c'est un peu celle d'avant, ça ressemblait presque à un canoë indien. Ouais, avec les proues très avancées. Ouais, tout à fait. Première représentation d'une pirogue, d'un chaland. Ça, c'est un dessin qui date de 1611, qui a été réalisé par un peintre qui s'appelle Nicolas von Berg, on lui a passé commande d'un plan de Bayonne. Et quand il a dessiné, il a peint Bayonne, il a représenté les embarcations de la Dour. Donc dans les embarcations qu'il a représentées, c'est l'une des premières représentations d'une pirogue au niveau iconographique. Donc ça, c'est assez précieux quand même comme information, quand on travaille sur l'archéologie. Plus tard, un peu plus tardivement, 1679, dans l'album du Ponant, donc c'est un album effectivement qui recense les différents types d'embarcations qu'on trouve au niveau de la France. La Dour, on trouve dans la Dour effectivement la figure que vous avez ici, qui est aussi un chaland monoxyle, donc creusé dans un tronc d'arbre, et vous voyez qu'il est doté d'un mât. Donc cette embarcation-là, avec un mât, on peut imaginer qu'elle n'est utilisée qu'à Bayonne, que dans la zone effectivement de Bayonne de l'estuaire. Voilà. Donc vous voyez, la pirogue est toujours là, la pirogue est toujours existante. Joseph Vernet, en 1661, a fait une commande en fait, de peinture sur les différents ports de France. Il a fait 2 peintures sur Bayonne. Et dans l'une d'elles, on voit un bateau, une embarcation maritime, qui est couchée, vous voyez, qui est couchée, et on voit tout un tas de personnes en train de calfater la coque. Donc c'est un travail effectivement sur la coque de l'embarcation maritime. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en premier plan. Vous avez tout un tas d'embarcations devant. Hein, et dans ces embarcations-là, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez un chaland monoxyle ici. Vous avez ici une embarcation qui pourrait s'appeler une Tillole, ici. C'est une embarcation qui n'existe plus, qu'on n'a plus jamais trouvée, qui est rarissime dans la Dour. Vous avez un bateau qu'on pourrait appeler un halo, ici. C'est un bateau qu'on trouvait uniquement sur la Nive. Vous avez tout un tas de types de bateaux différents. Ça montre bien que, sur cette image-là, la Dour était dotée de plein d'embarcations de types différents, qui avaient toutes des fonctions différentes. C'est ça un petit peu l'intérêt aussi de la recherche fluviale, c'est aussi de s'intéresser aux méthodologies et à l'utilisation de ce type de bateaux. Voilà, ça c'est une peinture assez précieuse au niveau image, je trouve. Alors, bon là je vais passer rapidement. Sur la Dour, effectivement, il y a eu un inventaire qui est assez ancien, qui a été fait sur les pirogues qui ont été découvertes. Premier inventaire dans les années 60, 1963. Donc François Baudouin qui a repris le travail dans les années 70. François Baudouin était un conservateur du musée de Conflans-Sainte-Honorine qui s'est intéressé énormément aux embarcations fluviales. Laurent Védrine, qui est le conservateur du musée d'Aquitaine, qui a travaillé aussi sur le sujet. Et nous, depuis 2004, où l'inventaire de Védrine, c'était 18 spécimens. Aujourd'hui, on en a trouvé une dizaine de plus.
vous voyez que les pirogues, on en trouve partout. C'est vraiment, plus on cherche, forcément il n'y a pas de secret, plus on cherche, plus on trouve. Donc voilà un petit peu les pirogues qu'on a pu trouver. Là, c'est des photos de celles qu'on a étudiées. Celle-là, elle est datée du XVIe siècle. Donc vous voyez, là, elle est quand même relativement bien conservée au niveau de la coque. On voit bien sa forme, on voit bien les fausses membrures. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est des fausses membrures, ce qu'on appelle... ça a été creusé effectivement dans la masse du bois. Ça permettait la stabilisation du bois, de la coque. Ça permettait une stabilisation pour pas qu'il se fende et qu'il y ait une intégrité, en tout cas de la coque. Trouvé en 1994 par des riverains sur le bord de la Dour. Celle-là, on l'a découverte en 2011. Il n'y a plus grand-chose, honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. Mais intéressante dans le sens où on l'a fait dater de la fin du bas Moyen-Âge. Donc voilà, déjà, vous avez une ancienneté assez intéressante. Elle est très dégradée, très dégradée. Mais quand on l'a trouvée, c'était juste un bout de planche qui sortait du sol. On ne voyait pas grand-chose, un petit bout de planche. Et en creusant, on a découvert que c'était effectivement une pirogue. Celle-là, pareil. Plus grand-chose à voir, mais quand même très intéressante. On ne l'a pas fait dater, mais celle-là, en fait, elle était assemblée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une partie qui était monoxyle et une partie assemblée parce qu'on a trouvé des zones de clous qui permettaient effectivement la jonction de différentes pièces de bois. Donc, intéressante dans ce domaine-là. Ça, c'est un chaland qui nous a été signalé du côté de Saint-Jean-de-Marsac. Donc, premier, c'est un côté, c'est juste le flanc d'un bateau, juste le côté. Encore un élément, un fragment, parce que souvent, quand on trouve des pirogues, c'est pas forcément des pirogues entières, c'est des fragments, parce que les pirogues sont dégradées avec le temps. Ça, c'est l'une des plus belles sur lesquelles on a travaillé à Pontonx. Trouvé en 2017, on a mis 2 ans, enfin on a mis 2 saisons de travail dessus parce qu'elle était assez compliquée à sortir au niveau voilà, elle était encastrée effectivement dans la rive, en pente, donc très très compliqué. Tu peux profiter de ça pour expliquer ce que tu fais à ce moment-là, puisqu'il ne faut pas les sortir il faut le moins possible les sortir de l'eau, donc tu peux nous expliquer oui, bien comment sûr. tu travailles. Là, la première année, effectivement, on a essayé de travailler dessus en creusant avec des pelles et des outils à main. Et en fait, on s'est aperçu que elle était très, très abîmée, très fragile. Et en fait, juste l'effet d'avoir des effets de rame avec les outils, ça faisait que des petits fragments, effectivement, de l'embarcation se détachaient. Donc, pas bon du tout. Donc, moi, j'ai stoppé tout de suite le chantier. On a arrêté le chantier. Et en 2020, j'ai fait appel au service de région d'archéologie qui nous ont prêté du matériel, notamment un aspirateur à sédiments, qui nous a permis, effectivement, de nettoyer l'intérieur de l'embarcation et sa périphérie. Et ça a permis quoi? Tout simplement, alors on n'a pas touché, elle est restée dans l'état, elle est restée là où elle était ancrée. Mais ça nous a permis quand même d'avoir une longueur, d'avoir une forme générale, et surtout d'avoir une identification intéressante qui était des traces de réparation. C'est-à-dire que quand vous avez une coque de ce type-là, quand vous plongez, là où elle est toujours sous l'eau, elle est toujours restée sous l'eau. Et quand vous plongez effectivement le long de la coque, on a découvert en fait tout un tas de traces de réparation. C'est-à-dire que vous avez du bois qui travaille. Une pirogue, ça durait 50 ans, 60 ans. Ça ne durait pas très longtemps, ça durait une génération. Si on n'entretenait pas, une pirogue se fend avec le soleil, avec l'utilisation, s'abîme, les nœuds du bois sautent, donc ce qui fait qu'effectivement la pirogue n'est plus en flottabilité. Et en fait, on s'est aperçu que cette pirogue, en l'occurrence, on a retrouvé 5 zones de réparation. C'est-à-dire qu'il y avait ils ont creusé des trous dans le tronc d'arbre où il y avait des zones de fente pour mettre des pièces de réparation. Il y en avait un peu partout. Ça nous a appris quoi? Ça nous a appris tout simplement que ce genre d'embarcation, on les faisait durer. On les faisait durer le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'effectivement, ça devait coûter cher de fabriquer une pirogue, et donc on essayait de la faire durer le plus longtemps possible. Donc c'était l'intérêt de cette embarcation, c'est ça, de voir ces nombreuses réparations, et aussi intérêt, on l'a fait dater. On l'a fait dater. Elle date du Moyen-Âge central. Entre le 12e, enfin grosso modo, c'est du XIIe siècle. C'est l'une des plus anciennes trouvées à ce jour. Voilà. C'est en a Carbone 14, oui, tout à fait. Donc voilà, encore un fragment de pirogue qui a été dessiné. Ça, c'est l'une des dernières qu'on a trouvées, qui est en fait plutôt un fragment, enfin un morceau de coque de flanc, et qui est plutôt 18e, 19e siècle.
Là, on est purement dans la conception monoxyle assemblée. Donc ça veut dire effectivement qu'on a trouvé, c'est la deuxième qu'on a trouvée dans cette forme-là, à l'identique. Il y en a 3 qui ont été trouvés sur la Dour dans cette forme identique. Ça nous a permis de comprendre quoi? Tout simplement que il y a eu une seule personne qui a fabriqué ce bateau, ce type de bateau-là, à un moment donné de l'histoire. La méthodologie de fabrication est identique. Sur les 3 embarcations qui ont été trouvées, c'est les mêmes gestes, les mêmes outils qui ont été utilisés et les mêmes fonctions qui ont été utilisées. Donc ça veut dire qu'il y a une technique qui est utilisée, c'est un bateau qui était certainement utilisé, fabriqué en série par une personne unique. Donc ça c'est déjà intéressant au niveau de la recherche. On a essayé d'en faire une restitution, donc c'est une proposition, ça c'est pas la réalité forcément, mais on pense que ça pouvait ressembler à ça, voilà, au niveau de la restitution. Et il y a une nouvelle, on a fait quelque chose en 3D, et voilà, ce bateau, ça pourrait ressembler effectivement à ça, voilà, tout simplement. C'est un bateau récent, un chaland récent de la Dour, qu'on ne trouve plus du tout, bien entendu, mais qui aurait pu ressembler à ça, effectivement, si on l'avait croisé au XIXe siècle. Voilà. La dernière qu'on a trouvée, c'est celle-ci. On ne voit pas grand-chose, elle est dans la rive. Et là, vous voyez effectivement que vous avez une partie qui est très 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 dégradée. On l'a fait dater. On l'a fait dater avant de faire une opération. On n'a pas encore fait d'opération archéologique dessus. Et celle-là, elle serait entre le 15e et le 16e siècle. Voilà. Vous voyez quand même, il y a beaucoup d'embarcations qui sont à peu près dans la même période. Voilà. Donc là, je vais passer sur ça. Donc vous voyez, ça c'est une zone de répartition des embarcations de la Dour, qu'on trouve essentiellement dans la partie maritime et dans la partie dacquoise. Donc là, il y a eu énormément de pirogues qui ont été trouvées dans cette zone-là. Et celle qui est isolée là-bas, c'est dans le Gers. Vous voyez? Donc c'est bizarre, dans cette zone-là, pour l'instant, on n'a trouvé aucune pirogue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est qu'on n'a pas encore cherché. Voilà. Et pour finir, voilà, une des pirogues qu'on a trouvées, donc vous voyez, ça c'est un peu les amis dont je vous parle, qui sont en train de... Voilà, avec qui je travaille effectivement depuis quelques années sur la Dour. Voilà. Donc voilà pour les pirogues de la Dour. Donc voilà pour le fil de l'eau, on va dire. Mais toi, tu es une espèce d'explorateur permanent, et tu me disais qu'un de tes lieux préférés, c'est la forêt. Et tu m'as expliqué comment tu partais à la découverte des îles dans tes oursonnades, puisque tu dis que tu es un peu un ours et que tu pars en oursonnade tout seul dans la forêt. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les îles que tu découvres dans les forêts? Alors, oui, effectivement, vous voyez, il y a toujours un lien avec la nature. Dans mon travail d'auteur, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi la nature essentiellement. Il y a toujours un fil rouge, c'est la nature. C'est vraiment la nature, bien sûr, que ce soit le Tyrol, le littoral, la Dour, les forêts, mais toutes les zones naturelles, effectivement, qui me font rêver. Et les forêts, ça a toujours été quelque chose qui m'a... J'ai toujours une passion pour ces zones forestières, effectivement, isolées ou pas. Donc j'ai visité tout un tas de forêts, en Bretagne, dans d'autres pays, dans les Pyrénées, la forêt d'Irati, j'y vais très très souvent là-bas parce que c'est un endroit qui me parle beaucoup. Et dans la forêt landaise, puisque je suis venu dans les Landes, la forêt landaise c'est le premier lieu où j'ai visité les forêts. Et en fait, je me suis aperçu que la forêt landaise n'était pas forcément ce qu'on voit sur les bords des routes, les grandes plantations d'asperges, des pins. Il suffit de s'enfoncer parfois dans la forêt, oui, effectivement, pour ce que j'appelle des îles. C'est des endroits qui sont complètement détachés de l'environnement forestier qu'on connaît. Alors c'est quoi des îles? Pour moi, c'est tout simplement des lieux où vous avez un chêne, un châtaignier, un pommeau, et vous avez une sorte de micro-environnement qui détonne totalement avec la forêt landaise, mais qui sont souvent liés à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ces zones un peu cachées, un peu secrètes, il y a toujours quoi? Une source, un cours d'eau, une fontaine. Voilà, c'est lié à l'eau, essentiellement lié à l'eau. Et mon grand plaisir, effectivement, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on connaît de la forêt landaise, et toujours aller à la découverte de ces îles, de cette forêt un petit peu magique, qui a des essences qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, et en sachant effectivement que ces essences sont aussi liées à la vie humaine. C'est-à-dire que souvent dans les zones effectivement de forêt comme ça, où il y a des îlots, il y a on trouve des arbres qui sont complètement anecdotiques, qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont ici. Mais ils ont été plantés par l'homme tout simplement, parce que l'homme a vécu à un moment donné ici. Donc souvent à côté de ces îles, on trouvait des ruines de vieilles maisons dans la forêt, parce que en fait, l'homme a planté des choses qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on connaît dans les landes.
Donc vous avez des choses un peu improbables dans les Landes, des arbres un peu improbables. Vous avez le cyprès chauve, qui n'est pas du tout d'ici, mais qu'on trouve aussi dans les Landes, qui a été amené, qui a été effectivement planté dans les Landes. Donc ces espèces-là qui sont un peu détonnantes, on en trouve, on arrive à en trouver, et j'aime bien ça. J'aime bien effectivement aller à la découverte de ces essences qui sont un peu éloignées de ce qu'on connaît. Et tu es aussi parti dans les forêts un peu à la recherche des légendes, des fontaines, et tu me parlais du bouquin sur lequel tu travailles actuellement. Je trouve passionnant personnellement le sujet que tu m'as dit, qui est une espèce de recherche de l'eau dans la forêt, à la fois sur l'eau et sous l'eau, puisque tu auras le côté subaquatique qu'on ne montre jamais. Qu'est-ce que c'est l'eau sous-marine des Landes, et tous ces petits courants, ces étangs, ces choses-là, et ça c'est absolument passionnant. Ça c'est le côté plongeur qui revient, parce que j'ai une appétence pour l'eau, c'est un besoin pour moi d'être dans l'eau en permanence, que ce soit l'eau du littoral, mais l'eau des rivières, l'eau de... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en plongeant dans la Dour, ce qu'on voyait sous la Dour, c'était fabuleux. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit des faunes, des végétations, des décors. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'ai plongé dans la Leyre, j'ai plongé dans des endroits un peu où l'eau est parfaitement claire. Et je me suis dit, effectivement, ça pourrait être intéressant à un moment donné de s'intéresser à la vision de ce qu'on peut avoir effectivement sous l'eau, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc ce projet, en fait, est de travailler avec un photographe qui va travailler sur, et moi je vais travailler sous. Et en fait, on va confronter les images de sur et sous dans différents endroits de la forêt des Landes où on n'a pas l'habitude d'aller, quoi. Et alors, bien sûr, il y aura la Dour, forcément, obligé, mais il y aura des cours d'eau, il y aura des fontaines, il y aura des gouffres, il y aura de tonnes. L'eau des grottes aussi. Hein. Il y a des grottes, effectivement, qui sont remplies d'eau. Je crois que, effectivement, la vision de sous n'est pas connue. Et c'est une manière, effectivement, de faire connaître l'image des sous. Voilà. Mais bien sûr, sous et sur. Donc, moi, je ferai les photos sous-marines et mon camarade fera les photos sur. Donc, c'est un petit peu l'idée toujours de travailler sur l'eau et l'originalité de ce milieu-là. C'est un très beau projet. Et donc, pour finir, j'aimerais que tu nous fasses faire une petite promenade dans un autre de tes volets, qui est la recherche de lieux sur lesquels, on va dire, des lieux architecturaux intéressants sur lesquels la nature a repris ses droits, des lieux à l'abandon, que vous visitez. C'est un mouvement qui s'appelle le mouvement Urbex, que vous découvrez, que vous visitez sans les déranger, sans rien prendre, juste pour le plaisir de prendre des photos, de faire des dessins et d'être sur les lieux. Et donc, comme tu es aussi dessinateur et auteur de bande dessinée, tu as fait un premier carnet Urbex, je crois, de tes découvertes de lieux improbables dans la nature. Et là, en avant-première, tu vas nous montrer, tu vas nous parler de 3 lieux que tu as explorés, pas forcément loin d'ici, en nous disant un peu les émotions et qu'est-ce que c'est que l'histoire de ces 3 petits lieux que tu vas nous montrer là maintenant. Alors c'est vrai que ça peut paraître encore une fois un grand écart, je suis désolé. Mais non, finalement, puisque il y a toujours quelque part l'histoire qui est liée en fait à des lieux abandonnés, et la nature qui est toujours là, parce que finalement, quand vous tombez sur une ruine, vous pensez que le lieu est mort. Mais non, le lieu n'est pas mort, le lieu continue à vivre, mais de manière différente. Et différente comment? Par la nature. C'est-à-dire que quand vous avez un lieu, un château, une zone effectivement abandonnée, la nature a repris ses droits et a recréé une forme de vie sur l'architecture effectivement qu'on visite. Et alors en tant que dessinateur, moi ce que j'adore c'est ça, c'est l'architecture et c'est ce que la nature en a fait. Donc en fait j'ai fait un premier livre effectivement sur ces lieux dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le lieu abandonné où la nature est revenue. Et ça c'est les images que je vous montrais, c'est le 2e tome qui va sortir l'année prochaine, qui parle d'autres lieux qui sont un peu plus lointains, qui sont en Espagne, qui sont dans les îles Anglo-Normandes où je suis allé un peu partout. Et c'est une manière aussi de raconter les lieux. C'est-à-dire que quand vous allez sur un espace effectivement abandonné, c'est toujours intéressant, quand vous le parcourez, de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre ce que les gens ont vécu dans ces lieux-là. Et en l'occurrence, ici, on appelait ça le château éponyme. Parce que, en général, quand on visite un lieu abandonné, c'est pas très légal. C'est souvent des propriétés privées quand même. Et on évite quand même de mentionner effectivement le nom des lieux. Et on donne toujours un nom d'emprunt à ces lieux-là par rapport à ce qu'il a pu évoquer. Alors celui-là, on l'appelle le château éponyme. Et à l'origine de cette visite-là, c'est un château qui n'est pas loin d'ici, hein, pour ceux qui vont peut-être le découvrir. J'ai trouvé dans un vieux journal en fait une photo où on voyait en fait une dame qui avait une centaine d'années
et qui fêtait son centenaire justement dans ce château-là, qu'on voit en dessous, et derrière il y avait ses arrière-petits-enfants, et derrière les enfants il y avait une cheminée, une immense cheminée où vous aviez effectivement un texte en vieux français écrit. Le château, on l'a identifié. Et on s'est dit, mais ça serait génial de retrouver cette cheminée-là, parce que quand même, c'est assez fabuleux. Et donc, alors, c'est des chroniques dessinées, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des visites que je fais de lieux abandonnés, je les dessine. C'est comme une BD, en fait, quelque part. Et donc, c'est une manière de représenter effectivement l'architecture. Donc, vous voyez, ça, c'est l'extérieur du château. Alors, c'est comme ces BD, il y a des anecdotes, hein, c'est des gens qui parlent entre eux et tout ça. Donc, ça permet de voir effectivement comment on accède souvent à ces lieux abandonnés en grimpant le long des murs. Et on s'est aperçu que le rez-de-chaussée était brûlé. Il y a eu un incendie dans ce château-là. Donc en fait, il n'y avait plus rien du tout de visible. On parcourait des couloirs entièrement recouverts dessus. Et là, vous voyez, les étages, on voit des étages qui sont effondrés les uns sur les autres. Donc on voit un petit peu la hauteur du château qui était assez énorme. Et la chance qu'on a eue, on est tombé dans une gigantesque bibliothèque où on a retrouvé la fameuse cheminée. Donc on a retrouvé notre Graal. La cheminée était en parfait état, et le texte qui était gravé effectivement dans la cheminée était à l'identique de la photo qui avait une centaine d'années. Donc c'est ça aussi le plaisir de la découverte de ces lieux-là, c'est que vous avez effectivement des passerelles temporelles entre les époques voilà, et aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi la visite des lieux abandonnés, c'est aussi de raconter une histoire. Donc là, c'est une vision du château de l'extérieur. Vous voyez, quand même fortement dégradé, mais c'est se dire effectivement qu'il y a des endroits qui ont une vie assez importante et qui vont disparaître forcément un jour. Là, c'est plus anecdotique, c'est une ferme landaise. C'est une ferme landaise qu'on m'a dit, tiens, tu sais, pas loin de chez toi, il y a une ferme abandonnée qui est assez ancienne. Et il y a peut-être des choses qui vont te plaire au niveau graphique, parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le côté graphique des choses quand je visite un lieu. Ce qui m'intéresse, quand je visite un lieu moderne, j'ai aucun intérêt, parce que dessiner une entreprise, une usine, etc., ça me barbe. Dessiner des lieux anciens, c'est du plaisir, quoi, parce qu'on trouve effectivement des formes, des structures d'architecture passionnantes à dessiner. Donc moi, je suis plus attiré par le côté ancien des lieux abandonnés. Et donc, en l'occurrence, là, c'était une ferme qui appartenait à une dame qui s'appelait Suzanne, qui est décédée il y a quelques années. Et la ferme a été abandonnée et plus personne ne s'en occupait. Et dans cette ferme, il y avait tout un tas de choses à voir, à dessiner, des outils agraires, notamment. On avait tout un tas d'objets divers et variés. Il y avait encore une cheminée, bon, plus petite effectivement que celle du château, des cannes à pêche encore au mur. Donc quelque part, c'est très émouvant parce que ça vous rapproche effectivement des personnes qui vivaient à cette époque-là. Donc on est allé visiter les greniers, on a trouvé des instruments effectivement agricoles. Ça, je pense que vous connaissez ça. Pour le grain de maïs, c'était utilisé effectivement dans les campagnes de France et d'ailleurs. Donc vous voyez que quelque part, c'est une manière de saisir un instant et de préserver un instant, en tout cas. Voilà. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Et le troisième lieu, on l'appelait le château du Cavalier Blanc. C'est pas dans les Landes, c'est dans une autre région, que je vous révélerai pas. Et on y est allé, en fait c'était en hiver, recouvert de neige. Et ce château-là, vous voyez, abandonné depuis 40 ans, 50 ans. Incroyable. Comment aujourd'hui en France on peut trouver des châteaux comme ça abandonnés? Ben si, il y en a. Donc on a essayé forcément d'y rentrer, parce que l'idée c'est de rentrer quand même dans le château pour visiter un petit peu les salles, etc. On passe par les fenêtres, voilà. Quand elles sont ouvertes. En général, quand on fait du urbex, quand on va sur un lieu abandonné, quand les portes sont fermées, on n'y rentre pas. On rentre que dans des lieux où les portes sont ouvertes. Voilà. Donc ça c'est la règle de base. Donc les portes étaient ouvertes. Et en bas, vous voyez, c'est une carte postale, une photo de la salle à la grande époque de ce château-là. Donc vous voyez, c'est fabuleux. Vous avez en fait une cheminée gigantesque avec une gravure en relief. Vous avez des meubles très ornementés. Vous avez vraiment une salle très, 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 très belle. Et au jour d'aujourd'hui, on a retrouvé effectivement, vous voyez, le Cavalier Blanc. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le château du Cavalier Blanc. Le Cavalier Blanc, effectivement, qui est toujours là, abîmé malheureusement, parce qu'il a été dégradé. Mais voilà, c'est un des aspects en tout cas de ces visites-là où on trouve des choses assez magnifiques au niveau architecture. En haut, c'est encore une photo de l'époque, donc ça je vous dis c'est des années 1900-1910. Et en bas, le dessin montre effectivement aujourd'hui. Donc effectivement, il n'y avait plus de meubles du tout, c'était complètement vide.
Mais on retrouve effectivement, vous voyez la cheminée avec la rosace, cette demi-rosace effectivement qu'on retrouve exactement à l'identique de ce château-là. Malheureusement, ce château qu'on a visité, il y a des tours qui sont effondrées sur elles-mêmes. C'est-à-dire que le toit est tombé dans certaines tours, c'est impossible à réparer. J'ai jamais compris comment on laissait des choses comme ça, abandonnées. Toutes les étages d'une tour se sont effondrés comme un château de cartes. Et on laisse faire comme ça. Et je pense que si rien n'est fait, tout le château va être à l'identique. Vous voyez, c'est tout un tas de lieux, d'escaliers, de caves, de greniers. Alors ça, c'est le grand plaisir, effectivement, de visiter des lieux abandonnés. C'est l'immensité de ce qu'on peut découvrir. Et en fait, c'est un immense terrain de jeu, quoi, tout simplement. Alors, il y a des gens qui font des photos de ces visites, il y a des gens qui font des films. Moi, je fais des dessins. Donc voilà, c'est la tour. Ça, c'est la vision de la tour. On est monté. Et voilà l'image que vous pouvez avoir, effectivement, de vue d'avion. Alors ça, c'est une photo de drone que j'ai retravaillée, puisqu'on a des drones pour faire les photos aériennes. Donc ça vous donne effectivement l'ampleur de ce château-là, voilà, qui est perdu. Je pense qu'il est perdu. Et alors, je sais que la mairie essaie de faire en sorte de le récupérer pour en faire quelque chose, mais le propriétaire qui est anglais ne veut rien entendre et va laisser effectivement ce château se détruire. Donc des fois, il ne peut pas l'aider, malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'était encore un des aspects, vous voyez, un peu peut-être polymorphe, mais quand même lié à plein de choses qui m'intéressent. Et vous avez toujours quand même l'histoire qui est là, la nature, et c'est le plaisir de balade, de la découverte. Donc maintenant que tu nous as fait faire un tour de tous tes univers, eh bien on pourrait céder la place au public, parce que je suis sûr que vous avez sûrement des questions à poser à Gilles, que ce soit sur son travail sur les plages, dans les forêts ou dans les vieilles maisons. Donc on vous livre, Gilles. Merci. Il y a bien des croustilleurs ici quand même. Madame ? Est-ce que quand vous plongez dans la Dour, l'eau est claire? La clarté de l'eau, en fait, dans la Dour, c'est lié en fait au lit que vous avez au niveau de la Dour. Quand vous plongez effectivement dans une zone sédimentaire où il y a de la base, quand j'ai plongé plusieurs fois avec le masque et j'avais ma main devant, je ne voyais pas ma main. Parce qu'aucune visibilité, et tout se faisait à tâtons. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes au fond de l'eau, la seule manière de voir quelque chose, c'est avec les mains. À main nue. À main nue. Donc en fait, c'est à tâtons que vous cherchez les choses. Donc là, autant vous dire que c'est pas possible. Et au bout d'un moment, on a arrêté parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Par contre, il y a des zones dans la Dour, vous avez du galet, vous avez de la roche, il y a des hauts fonds. Et dans ces zones-là, il y a une clarté de l'eau qui est plus intéressante, et effectivement, on voit les choses. Et quand il y a des sédiments qui sont en suspension déjà, c'est sûr, c'est rédhibitoire, on ne voit rien. Et il y a des périodes, effectivement, de l'année où c'est mieux que d'autres. Quand vous êtes en été, la chaleur fait qu'il y a des algues, des micro-algues qui se développent dans l'eau. Donc c'est très difficile de voir. Par contre, dès qu'on arrive à la période octobre-novembre, les algues, l'eau est devenue plus fraîche, effectivement les algues disparaissent et la visibilité est bien meilleure. Donc c'est vrai que les périodes où on voit des choses sous l'eau, c'est bien quand c'est en septembre, octobre, novembre. Voilà, c'est les périodes effectivement idéales à ce niveau-là. Donc effectivement le lit du fleuve, les galets, la manière dont il est construit, fait qu'on y voit ou pas. Un lit de galets, on voit des choses. Voilà. Un lit effectivement avec des roches, on voit des choses. Ce qui n'est pas le cas partout. Malheureusement, la Dour, de manière générale, c'est de la base, c'est des sédiments, donc on a une visibilité qui est pratiquement rare, très rare. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ou qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces pierrottes que vous avez trouvées au fil des années? Alors, quand on fait une opération archéologique, on est dépendant effectivement d'une autorisation préfectorale qui est attribuée par le service régional d'archéologie de Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet effectivement de travailler sur une embarcation, mais avec des règles très strictes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, pour ne pas se retrouver dans des situations comme le 19e siècle, quand on sort une embarcation, on ne la sort pas toujours, mais quand on la sort, on a un temps limité pour l'étudier. Ça veut dire qu'effectivement, on la met sur la rive, on la met sur une zone plane, et c'est ce qu'on a fait avec un camarade ici, on l'a mis sur une zone plane pour l'étudier, on la mouille, on l'asperge régulièrement avec de l'eau, pour pas qu'elle se dissèque, et une fois qu'on a terminé l'étude, donc les plans, les mesures, les photos, etc., on la replonge dans l'eau,
Et souvent, ce qu'on fait, on la replonge encore plus profondément et on la protège pour éviter effectivement que les étiages ou autre chose l'abîment. Voilà. Donc en fait, on fait en sorte de l'enterrer encore plus profondément qu'elle n'était. Et donc c'est la seule manière aujourd'hui qu'on a pour préserver effectivement une pirogue, parce que le traitement d'un bois est hors de prix, et il n'y a pas de lieu dans les Landes encore aujourd'hui pour accueillir effectivement des embarcations de ce type-là. Donc pour l'instant, faute de mieux, on les replonge. Voilà, pour la préservation. Oui. Moi, des trucs, on peut partir de Bayonne jusqu'à Ross à pied, ou en canoë de Mont-de-Marsan jusqu'à Dax, on va dire. C'est des choses qui m'attirent, mais c'est des choses qui sont autorisées, ou il faut demander des autorisations pour faire ça? Ah ben non, pas du tout. Parcourir les fleuves et les rivières en kayak, il n'y a aucun besoin d'autorisation de quoi que ce soit. Parcourir la plage en toute saison, il n'y a aucune interdiction qui le fait. Le seul truc qui est un peu litigieux, c'est effectivement de dormir dans la dune, ça je vous l'accorde, mais bon, voilà. Et dormir, normalement, le camping sauvage n'est pas forcément très toléré, mais bon, voilà. Mais non, il n'y a aucune contrainte pour ça, il n'y a aucune contrainte. Quand je pars visiter un lieu, souvent je pars tout seul, comme vous disiez, c'est des oursonnades pour moi, parce que j'ai du mal effectivement à aimer un lieu avec des gens qui me... Alors c'est méchant ce que je vais dire, mais quand je pars avec quelqu'un qui parle beaucoup, ça me gâche un petit peu l'environnement. Et en général, quand je pars avec quelqu'un, c'est quelqu'un que je sais aussi multiple que moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne parle pas, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir que quand quelqu'un vous parle en permanence, quoi. Et on est plus sensible à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand je pars, en général, c'est soit tout seul, soit avec des gens qui sont aussi ours que moi. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Et je sais que par exemple, quand ma fille était petite, je l'ai amenée souvent en forêt avec moi pour faire des balades, des découvertes. Et en fait, elle s'est extasiée sur tout, mais avec des cris de joie. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne voyait pas d'animaux. Et je lui ai expliqué, tu sais, ils t'entendent, donc forcément, tu ne verras pas grand-chose. Donc elle a commencé à comprendre, effectivement, les balades après, elles ont été un peu plus silencieuses, et on a commencé à voir des choses. Et c'est ça qui est chouette aussi dans la découverte de la nature. Je pense qu'il faut apprendre à se taire, à un moment donné. Après, quand je parle d'ours, souvent quand je vais dans un lieu, j'aime bien rester dans un endroit où je m'assieds, et j'attends que tout tourne autour de moi. Ça, c'est un immense plaisir. Et je reste des heures, je suis très contemplatif. Donc j'aime bien regarder autour de moi. C'est pour ça que j'ai vu des loutres, j'ai vu tout un tas d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que je ne bougeais pas, et elles ne m'ont pas vu. Et je peux vous dire que c'est un immense plaisir. Voilà. C'est rencontrer une faune qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour moi c'est un bonheur absolu. Quand je parlais d'Irati, par exemple, je suis allé beaucoup de fois avec un photographe pour travailler sur un livre justement, et Irati quand même c'est un endroit sauvage, mais pas toujours. Il y a des endroits qui sont fréquentés par le tourisme, et d'autres qui sont complètement sauvages. Et un jour on est arrivé en voiture sur un chemin en Espagne, de montagne, il était complètement chaotique, et devant nous, 2 renards traversent. Et donc on s'est arrêté, moi je suis sorti de la voiture, et le photographe a commencé à les photographier. Les renards ne bougeaient pas, incroyable, ne bougeaient pas, ils nous regardaient. Et dans ma poche, derrière, j'avais une petite saucisse d'apéritif. Voilà, bon, il faut bien manger quand même. Hein, et donc j'en ai balancé une à un renard, qui est arrivé, il a mangé la saucisse. Puis il s'est approché de moi, j'ai avancé une seconde, et je l'avais là, ici, et je le nourrissais comme ça, un animal sauvage, quoi. C'était incroyable. Mais je crois que ça, c'est un des plus grands moments de ma vie, parce que quand vous regardez un renard dans les yeux, mais je peux vous dire que ça vous change. C'est incroyable, c'est un truc, mais de fou. Et moi, ça m'a retourné. Et pour finir l'histoire, donc le renard, alors, je vous dirai après les interrogations que j'ai eues par rapport à ça. Le second renard n'a pas bougé, il était au fond là-bas. Et il regardait dans sa vue le premier renard qui venait manger. J'ai vu le second renard descendre dans le chemin, il est remonté, il a sauté sur le premier renard, ils se sont foutus une peignée, c'était un truc, mais c'était violent, mais vraiment violent. Je peux vous dire ça, que 2 renards qui se battent, violent. L'air de dire, mais qu'est-ce que tu fous avec cet homme-là, il ne faut pas l'approcher. Bref, après les 2 renards sont partis. Et j'en ai discuté avec des naturalistes de ça, je me dis, mais c'est quand même ahurissant, un renard sauvage qui m'approche. Je dis, mais tu sais, peut-être que ce renard, il a connu l'homme. Peut-être qu'effectivement, il a été peut-être éduqué par un homme, ou il s'est échappé. C'est pour ça qu'il n'a pas cette peur-là. Et que le second renard, effectivement, il n'a jamais eu un contact avec l'homme. Donc, effectivement, voilà, c'est peut-être les interrogations qu'on a eues avec cette rencontre-là. Peut-être que le premier renard, finalement, il était habitué par... Et peut-être que c'est ce qui va causer sa perte aussi. C'est ça qui est malheureux. Mais voilà, donc pour vous dire effectivement que la nature, c'est ça aussi, c'est des surprises fabuleuses et des rencontres fabuleuses.
Et ça, on ne peut pas le faire avec des groupes de randonnée, par exemple. Voilà. Oui, je suis content, j'ai fait tout, hein, mais ceci. Oui. Alors, vos expériences de baigneurs des plages, est-ce que vous avez rencontré, quel objet insolite vous avez pu trouver sur les plages? Alors, il y a de tout en fait. Il y a des choses vraiment insolites. Insolite, juste pour les objets flottés, notamment, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des papiers d'identité de tous les pays, bizarrement. Des bouteilles à la mer? Non, jamais. Ça, j'ai jamais trouvé de bouteilles à la mer. Les bouteilles à message, j'en ai jamais trouvé. Mais des jouets improbables, une chaussure de ski, avec plein de bananes qui étaient accrochées dessus. Bon, bizarre, hein, je sais pas pourquoi une chaussure de ski se retrouvait sur la plage. Comment? Alors, un missile, c'est pas moi, c'est des camarades effectivement, qui ont trouvé des éléments de missiles effectivement, qui ont été certainement tirés du côté du sel. Ils sont décédés des Landes et qui ont été portés par les courants et redistribués après par la plage. Des missiles d'entraînement, hein, je veux bien dire. Hein. Voilà. Après, on trouve des trucs pas chouettes sur la plage non plus, parce que quand vous faites du détecteur de métaux et que vous approchez après certaines tempêtes des zones comme des Blocos, on ne fait pas forcément des découvertes très agréables. Je parle effectivement de tout ce qui est munitions de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, effectivement, ça c'est le côté très très déplaisant effectivement de ces recherches-là. Mais non, mais il y a des choses effectivement complètement improbables. Hein. Il y a des là je ne pourrais pas vous dire, mais des mannequins de magasins. Un jour, j'étais dans les branchages, j'ai vu un corps, j'ai dit oh là, un noyé. Je dis non, mais je n'osais pas approcher en fait, parce que c'est quand même assez perturbant, c'était tout blanc, tout ça. Puis mon nez, il faut quand même que j'y aille, et j'ai quand même appelé la police. Et en fait, c'était un mannequin de magasin. Donc vous voyez, donc c'est des choses qui sont complètement improbables, et qui sont des rencontres qu'on peut avoir sur le littoral. Et souvent, il y a une dégradation effectivement des objets qu'on trouve, et on ne sait pas trop ce que c'est, puis en fait on s'aperçoit que c'est des choses du quotidien effectivement qui ont été soit pâlies par le soleil, soit déformées. Voilà, il y a tout un tas de choses étranges. Oui. J'ai une question sur le côté légal de vos trouvailles, surtout quand vous cherchez des métaux. Oui. Ça vous appartient de plein droit, c'est pas... Non. Mais non, c'est des objets perdus. Normalement, logiquement, quand on trouve effectivement un bijou perdu sur le littoral, on est censé le ramener effectivement à la mairie, puisque c'est un objet perdu, tout simplement. Voilà. Il y a des associations, notamment dans les Landes, qui œuvrent depuis des années sur la recherche des objets perdus et qui restituent les objets. Et voilà, ils font un travail formidable. Voilà. Et pour en revenir effectivement même aux objets de naufrage modernes, c'est-à-dire que sur le littoral, vous avez souvent des bateaux qui ont coulé ou qui ont perdu des cargaisons. Et bien, en fait, quand vous trouvez, par exemple, on va dire une bouée avec le nom du bateau dessus, il faut le déclarer aux affaires maritimes parce que ça appartient à l'armateur. Donc ça veut dire qu'effectivement, même une bouée, vous êtes censé aller aux affaires maritimes de Cabreton pour dire voilà, j'ai trouvé ce débris de naufrage qui vont effectivement le conserver. Il y aura une déclaration qui va être faite effectivement de votre trouvaille et l'armateur sera contacté logiquement. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais logiquement l'armateur est contacté parce que c'est une propriété, ça appartient à quelqu'un. Et donc normalement c'est restitué à l'armateur. Comme les cargaisons, par exemple, il y a quelques années, il y a des caissons, je ne sais pas comment on appelle ça, des containers qui ont été balancés par une vague, effectivement, qui a recouvert un bateau. Les containers sont arrivés sur la côte, et tous les gens sur la côte, ils étaient super contents, parce que c'était le magasin, quoi, hein, ils ouvraient les portes, et voilà. Mais non, ils ont été obligés de tout restituer, parce que ça appartenait. Les assurances et tout ça sont derrière, et ça appartient à un propriétaire. Donc, effectivement, il a fallu tout restituer. Voilà. Ça, c'est assez logique, en fait. Les objets qu'on peut garder, c'est des objets anonymes, finalement. Des objets complètement anonymes. Là, on peut pas... Dans l'ancien temps, ce qu'on trouvait sur la plage nous appartenait, en fait. Dans l'ancien temps, ce qu'on trouvait sur la plage, il y avait... Oui, enfin, les gens récupéraient, effectivement, et s'appropriaient, mais au XVIIe siècle, effectivement, la royauté a mis le haut là, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'argent qui leur échappait, et donc, effectivement, tout ce qui était objet de naufrage découvert n'appartenait plus aux gens de la côte, mais devait être déclaré aux gardes-côtes. Les gardes-côtes qui étaient garants, effectivement, de la récupération, effectivement, des objets, et qui allaient souvent au roi, voilà, ou au seigneur local, quoi. Donc il y avait une spoliation, quelque part, effectivement, de la manne qui arrivait de la mer. Ça a changé, mais c'est un peu plus officiel, voilà.
Voilà. Non, non, ça a toujours été, ça a toujours été très réglementé. Hein. La côte a toujours été très réglementée. Et plus encore aujourd'hui. Il y a tout un tas d'histoires, de choses qui ont été trouvées dans d'autres régions de France, qui se sont appropriées. Ça fait des affaires terribles, notamment en Corse, par exemple, des monnaies d'or qui ont été trouvées romaines. Enfin, ça a été une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, effectivement, où les plongeurs ont récupéré des pièces d'or et effectivement, ils ont été obligés de restituer, mais tout n'a pas été restitué. Il y a beaucoup de choses qui ont été fondues, donc ça a été une histoire effrayante au niveau. Voilà. Donc voilà, ça fait partie effectivement du jeu. Comme ça. Oui. Moi, c'est par rapport à ta première partie, au niveau du littoral, moi aussi j'ai vraiment beaucoup marché. Et je me suis aperçue, alors je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais je me balade beaucoup entre les plages de la Benne, Cabreton et Signos. Et j'ai remarqué qu'à la Benne, il y avait beaucoup de rejets de bois et d'énormes, tu parlais de ces bois blancs magnifiques, et qui sont là maintenant aussi préservés, puisqu'en plus ils maintiennent les dunes. Et je m'aperçois qu'à Signos, il y a beaucoup plus de coquillages, de galets, etc. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est cyclique? Parce que maintenant, du coup, quand j'ai besoin de petits coquillages ou des choses comme ça, je sais que je vais à Signos et j'ai besoin de plus petits bois, c'est qu'à Breton, et de gros bois, c'est là-bas. Est-ce que vous pouvez lancer un rapport de bouche avec les courants, ou est-ce que ça bouge tout le temps et qu'il n'y a pas de généralité là-dessus? Alors pour les coquillages, je sais pas, honnêtement je sais pas. Je pense que c'est souvent lié effectivement à des mouvements effectivement de sous-marins, effectivement, quand vous avez des tempêtes effectivement qui remuent énormément de choses au niveau des fonds marins. Et souvent les coquillages qui sont sous l'eau effectivement remontent sur la plage. Voilà. Après, l'explication pourquoi il y en a plus là, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas du tout. Mais les bois, oui, les bois effectivement, tu as l'exutoire effectivement de la Dour, l'estuaire effectivement de la Dour, et logiquement effectivement il y a une répartition de tous les bois autour de la Dour, donc entre Anglette, Tarnos et la Benne forcément, puisque on est proche. Donc là, tous les bois flottés effectivement se retrouvent dans cette zone-là. Après, le bois se déplace aussi. Tu as les zones effectivement de dépôt, tu as du bois qui va un peu plus loin et qui circule avec les courants littoraux. Mais là, au jour d'aujourd'hui, les courants, c'est plutôt des courants en fait, qui sont nord-sud. Donc ça veut dire qu'effectivement, le bois qui sort de la Dour, il va plutôt aller vers la côte espagnole. Quoi. Voilà. Par contre, tu as des exutoires, effectivement, des cours d'eau qui se jettent dans le. Tu as la Gilles, tu as la Garonne, voilà. Donc tu as des bois effectivement qui viennent de Bordeaux, et tu les retrouves sur les Landes. Donc tu vois, ça fait ce phénomène-là. C'est-à-dire que tout ce qui part effectivement sur la Gironde et la Garonne, par courant littoral, tu vas les retrouver disséminés sur la côte landaise aussi, en tout cas. Voilà. Et plus haut, quand tu remontes, c'est pareil. Tous les cours d'eau effectivement qui se jettent dans le fleuve vont disperser effectivement les bois flottés. Voilà. Donc, mais après, au niveau des coquillages, vraiment, Signos, on en trouve à la pelle. Je ne trouve pas sur les Cabretons. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, je ne saurais pas. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Les bateaux? Alors, soit à vue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la prospection visuelle, c'est-à-dire qu'on se balade en kayak ou à pied dans l'eau, c'est-à-dire qu'on va dans les zones effectivement où il y a eu effectivement des fréquentations humaines, donc les anciens ports, les lieux de débarcadère, les zones effectivement où il y a des quais. Donc là, on peut imaginer effectivement qu'il y avait de la vie, donc des embarcations, ce qui est vrai d'ailleurs. C'est là qu'on en trouve le plus. Mais on a une autre méthode, on travaille avec de la bathymétrie. Alors la bathymétrie, c'est quoi? On a un bateau, on a un sonar, un ordinateur, et en fait le sonar, on le fait passer dans l'eau, sur le fleuve, et le sonar en fait identifie des cibles, des anomalies. Ces anomalies sont enregistrées dans l'ordinateur, et après, une fois qu'on a enregistré ces anomalies-là, on les étudie pour retrouver des formes d'embarcation. Et effectivement, on en trouve. Bon, ça, dans les anomalies, vous avez des troncs d'arbres, mais vous avez aussi des bateaux. Et effectivement, on trouve tout un tas de formes diverses et variées, et la bathymétrie est un des outils qu'on utilise effectivement pour trouver des embarcations qui sont coulées. Et c'est un outil très précieux, honnêtement, parce qu'avec la bathymétrie, vous pouvez, par exemple, un pneu de voiture au fond de l'eau à 10 mètres, vous le voyez. Vous voyez, donc en fait, on voit des formes qui sont quand même identifiables et qui permettent de voir effectivement une embarcation, un bateau, une voiture. Les voitures, on en trouve plein dans la Dour. Oui, les voitures d'assurance, vous savez. Ah, je me suis fait voler ma voiture. Ah, ben ouais, oh, on a bon. Il y en a plein.
Il y en a plein dans le livre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est malheureusement des mobilettes aussi en même temps. Voilà. Hélas. Donc voilà, c'est un des outils effectivement qu'on utilise. Oui. Et je me demandais, est-ce que c'est la vision de ces cartes postales anciennes qui donne envie d'aller voir ces châteaux? Oui. C'est souvent le déclencheur. C'est souvent le déclencheur. C'est souvent le déclencheur parce que ces photos, qui sont donc du début du XXe siècle, en fait, ont figé dans le temps en fait, un moment de vie. Et je sais que le château est abandonné, mais plus encore quand je vois des images anciennes, moi ça me donne envie d'aller le voir parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace de temps. Et la photo est une chose, et moi j'adore restituer ce qui se passe aujourd'hui. Et je confronte en fait les périodes. C'est ça qui m'intéresse dans le dessin de ces lieux abandonnés. Et en fait, j'ai toujours travaillé sur des images anciennes, et cette confrontation, en fait, c'est ça qui me fait parler, en fait, plus que toute autre chose. C'est l'image ancienne, effectivement, permet, en plus, ça permet effectivement, quand on est sur le lieu, de se dire, ah tiens, mais soit ça a bougé, soit ça a été transformé, soit c'est quelque chose. Voilà. Donc ça permet effectivement d'avoir une visibilité. Des rencontres complètement hasardeuses, qui nous renvoient ces photos, on les reporte Je travaille beaucoup sur ordinateur, donc c'est souvent effectivement des images qu'on trouve sur le net, voilà, ou de la presse ancienne. Oui, tout à fait. Ouais. Quand je vais visiter par exemple des villages abandonnés en Espagne, c'est un endroit que j'aime beaucoup voir, il y a peu de photos finalement des villages à l'époque où il y avait une vie quelque part. Et j'en ai trouvé quand même quelques-uns, et c'est toujours intéressant de voir effectivement comment se sont transformés les lieux. Et de voir effectivement voilà, une rue par exemple très très peuplée, aujourd'hui, qui est envahie par les ronces. Enfin, moi ça me fait toujours quelque chose. Quoi. Voilà. Et de me dire, par exemple, il y a une école de village où il y avait plein d'enfants sur une photo, sur le banc de l'école. Aujourd'hui l'école s'est effondrée. On voit des balcons effectivement en fer forgé, mais derrière il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plancher. Donc c'est effectivement ça percute quand même. Enfin, moi c'est des choses qui me touchent beaucoup. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci Gilles pour ce grand voyage dans le monde. Et donc, comme je vous le disais, Gilles, par ailleurs, écrit toutes sortes de bouquins, de BD, de livres illustrés. Il en a apporté quelques-uns ici pour les gens que ça intéresse de les acheter ou de les regarder, de rencontrer notre ami Gilles. Merci encore. Alors, juste un tout dernier petit mot. Je voulais te remercier, Hugo, parce que tu m'as beaucoup aidé sur... Parce que c'est pas facile pour moi de faire ce genre de choses-là. Merci. Et Hugo était là, et donc c'était super. Et merci beaucoup à la mairie de Cabreton pour m'avoir accueilli aussi. Voilà, c'était important pour moi. Merci.